Là, ça enregistre déjà depuis 5 minutes. Oh, j'ai fait des trucs en 5 minutes, frère. On s'est raté les couilles. C'est vrai. Ah voilà, ça c'est dans la vidéo. Ok. Bon, alors j'ai bavé. Très bonne intro. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Tanguy et Mathieu qui sont partis faire un road trip pendant un mois en vélo en Islande. Et du coup, je vous laisse vous présenter. Donc, je m'appelle Tanguy, j'ai 21 ans et je suis étudiant en communication. Moi je m'appelle Mathieu, 21 ans aussi, et étudiant en génie des procédés. Voilà, donc on passe tout de suite à l'interview. Donc quelques petites informations avant de commencer cette vidéo. Celle-ci est relativement longue, elle dure plus d'1 h 30. Cela est dû au fait que j'ai voulu garder un maximum de détails et d'informations et de garder un échange assez naturel avec Mathieu et Tanguy. Pour vous simplifier le visionnage de cette vidéo, j'ai créé un système de sommaire. Donc vous allez retrouver juste après 30 différents timecodes qui donnent un accès à des différentes parties. Comme ça, vous pouvez zapper les parties qui vous intéressent pas. Donc cette vidéo a été très longue à réaliser, que ce soit dans le filmage, dans l'interview, dans la préparation. Ça représente des dizaines d'heures de travail. Donc c'est pour ça que si ça vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu, un commentaire ou à partager cette vidéo. Moi, ça me permet de m'encourager un petit peu et ça me permettra de réaliser d'autres vidéos de ce type sous peu. Voilà. Donc je vous souhaite un bon visionnage. Bon alors du coup, on se retrouve avec Mathieu à ma droite et Tanguy à la gauche, qui sont partis en Islande durant 35 jours, si je ne me trompe pas, faire un tour de l'île à vélo. Bon écoutez, déjà je vous laisse vous présenter en 2-3 mots, d'où est-ce que vous venez et pourquoi. Je commence, excuse-moi. Je m'appelle Tanguy, donc je suis étudiant en com. Et on est parti avec Matt en Islande, comme l'a dit Pierre, pendant 35 jours, pendant un mois. Sur une idée de toi à la base. Ouais. Du coup, ouais, on est parti de juillet, enfin on est parti à la période de juillet à peu près, de 7 juillet, 12 août. Donc oui, c'est ça, 35, 34 jours, je sais Ouais, plus. à peu près, ouais. Et après le but, ouais, c'était de faire tour à vélo. Nous on se connaît depuis tout le temps, enfin on est potes depuis l'enfance, donc c'était un peu évident. On hésitait à le faire à 2, à 3 au début, donc ça a été aussi une partie. Au début on devait le faire à 3, au final on l'a fait à 2. Donc voilà, trouver la personne. Moi c'est venu un peu de mon idée. J'avais des personnes à peu près en tête avec qui le faire. Tanguy était quand même en haut de liste parce que je le connais depuis toujours. Et puis du coup c'est la première personne que j'ai appelée. Après je voyais avec d'autres gens, parce qu'au début oui, comme je disais, je voulais qu'on soit 3. Et au final on n'est que 2, mais voilà. Mais j'ai dit oui direct. T'as dit oui direct. Pas réfléchi, on y va, c'est parti. Et alors du coup, à la base, d'où est-ce que du coup Mathieu, c'était venu l'idée de partir faire déjà un road trip à vélo et pourquoi en Islande? En gros, moi à la base, là j'ai changé d'école c'est quand je suis venu à Grenoble. Avant j'étais proche de chez moi pour faire mon DUT, donc mes 2 années d'études, et pour ma L3 je suis parti un peu plus loin. C'était un peu comme les premiers jours quand tu changes vraiment de ville, les trucs comme ça, t'es un peu en mode tu balises un peu à te demander qu'est-ce que tu fous là, qu'est-ce que tu fais, enfin bref voilà. Et du coup au début de l'année j'ai essayé de me rattraper et tout, je voyais tout le monde qui partait en fait. Il y a aussi ce truc là que à partir dans ce moment, même là il y a tout le monde qui part faire de l'Erasmus, partir faire des voyages, des trucs comme ça. Moi, au début, je ne savais pas si je voulais rester sur Grenoble ou pas, donc je pouvais pas trop prévoir un Erasmus. Souvent, ça se fait dans la même université qu'on est et tout. Je ne savais pas ce que je voulais faire les années d'après. Donc, j'avais une envie de faire un voyage, un truc. Surtout que ça faisait longtemps que j'avais pas vraiment pris de longues vacances, tu vois. Genre, ça remontait parce que tu bosses l'été, tu fais tes trucs. J'avais un peu mis d'argent de côté pour ce genre de choses, mais je faisais rien. Et j'avais un ami qui avait déjà fait un road trip à vélo. Et du coup,
je savais que c'était faisable. Et l'Islande, pourquoi l'Islande? Parce que moi, mon pote avait déjà fait l'Europe de l'Est. Je voulais une destination en Europe pour que ce soit moins galère avec les papiers, les machins. C'est moins cher pour les avions. Pas trop loin. Le but d'un road trip, c'est pas non plus de dépenser forcément tout ton budget dans le billet d'avion. Du coup, je me suis dit, l'Islande, c'est un peu la destination de rêve. C'est un seul pays, mais en recherchant vite fait sur Internet, tu voyais que tu pouvais faire le tour. Je voulais une durée, pareil, de 30-35 jours, histoire de vraiment avoir le temps de faire des choses. Vraiment partir, sentir ce côté un peu voyage, vrai road trip, et pas 2 semaines seulement ou des choses comme ça. Du coup, bah ouais, l'Islande c'est imposé un peu comme ça, et puis C'est un truc un peu dépaysant en mode. C'est pas genre t'es dans la ville au quotidien, ouais, voilà, ton train quotidien, tu vois. je voulais pas mal la nature aussi, c'est un truc que je recherchais parce que bah au début je savais pas si je voulais, pour la question du vélo, c'est ça aussi, je savais pas au début si je voulais marcher, choses comme ça. L'avantage du vélo, c'est que tu peux quand même faire pas mal de kilomètres, mais tu vas assez lentement, ça coûte pas cher. L'Islande là-bas, tout ce qui est voiture, choses comme ça coûte vraiment très très cher. Donc le vélo, c'est un peu imposé comme une évidence pour plein de raisons. Pour faire le tour dans le temps qu'on voulait, se déplacer, défi un peu physique, sportif. Puis c'est aussi parce que j'avais un pote qui l'avait déjà fait. Je me suis dit, bon, bah, ça se fait, c'est possible, et ça permet de faire des kilomètres. Le problème de la marche, c'est que tu n'avances pas vite quand même. Le vélo, tu peux vraiment faire. Tout avait l'air de se goupiller pour faire un voyage à peu près d'1 mois et que ça soit bien. Et puis le côté nature, défi, tout ça. Ok, bah du coup, tu as répondu à plusieurs de mes questions en même temps, du coup. Merveilleux. Ouais, alors du coup, j'ai une petite question aussi sur la période. Du coup, vous êtes parti en pleine période de l'été. Ouais. Du coup, vous étiez au courant que ça serait alors c'est comment? Le soleil de minuit? Soleil de minuit qui est au 24 juin, donc nous on est légèrement après, donc il y a peu de nuit, il y a 4 heures à peu près de nuit. Ouais, parti début juillet. Ouais. Après on a vu la différence entre le début et la fin de notre voyage. Et du coup, ça vous faisait pas peur à la base, ça? Non, bah après c'est juste qu'il fait jour, donc c'est pas non plus quelque chose qui nous faisait spécialement peur. Il y en a qui disent qu'ils ont énormément de mal à dormir. Qu'il faut prendre des masques. Alors certains, s'ils savent que le soleil les gêne, faut pas oublier le masque, des choses comme ça. Il y a beaucoup de forums qui rappelaient prenez un masque, faites attention de ces côtés-là. Nous on s'est dit que ça allait. Moi je me suis dit au pire je foutrais un pull sur ma tête, une connerie. Ancienne. Voilà, je me mettrais dans mon duvet. Et mais après, vu qu'on a notre tente était pas mal, c'est pas non plus genre l'impression que t'as le soleil dans ta chambre, quoi. Ouais. Ça tape pas les trop aux yeux. Mais après, il fait jour, c'est sûr que le soleil, des fois, il te réveille un peu, mais nous, on arrivait à peu près à dormir. Il fait assez froid, donc t'es quand même assez enfermé dans ton duvet. Donc, la nuit, ouais, parce qu'on avait des duvets à capuche que tu fermes, en fait. Donc, ce côté-là, tu vois un peu le jour, mais c'est... des fois, t'as un peu la tête sous la couette, en quelque sorte. Donc, ça nous a pas dérangé pour dormir, après. D'accord. Okay. Après, c'est assez rassurant, et puis les journées sont longues, c'est agréable, tu as le temps de faire des choses. Et ça, du coup, ça vous permettait de vous lever tôt le matin et de dire, il n'y a pas de heure pour arriver. La journée. Ouais. Il y a même des gens qu'on croise qui faisaient, on a fait nous une fois aussi vraiment pédaler le soir. Et il y a des gens qui faisaient ça, ils pédalaient le soir, quoi. Ils commençaient par à 17h. Bref. En fait, ça te laisse les 24 heures de disponible pour faire ce que tu as envie, quoi. C'est pas mal. Ouais. Donc, alors du coup, à la base, est-ce qu'il y avait un objectif derrière ce voyage, un objectif physique, un objectif de se retrouver, de écrire un livre, j'en sais rien, est-ce qu'il y avait une idée derrière ou c'était vraiment pour le plaisir? Moi, il y avait un peu un objectif, le côté vraiment un peu road trip, aventure, en premier. C'est pour ça qu'au début j'ai décidé, c'était vraiment ça qui m'animait au début. Le défi physique, il s'est un peu imposé du fait qu'on a choisi de se déplacer en vélo. Donc là, on a commencé à se dire, falloir le faire, le tour de l'île. Et il y a ce côté, t'es content quand tu le fais, quand t'as fini le tour. Tu fais. Au fur et à mesure des jours, tu sens que quand t'as fini de faire ta journée de vélo, t'as bien arrivé à ton étape. T'es quand même fier de toi, quoi. Donc ça, après, ça a pas mal motivé.
Mais ouais, le premier défi, c'était vraiment road trip, nature, longue durée, un peu se retrouver un peu face tout seul, parce que c'est assez paumé comme pays. Des fois, c'est vrai que t'es pas perdu tout seul, mais il y a un peu ce côté, faut se débrouiller, faut savoir faire ses trucs physiques. Et puis après, c'est aussi apprendre à un peu, enfin grandir un peu du côté que Tu te démerdes. T'es un peu Ouais. seul face à toi-même. ouais, voilà, le côté débrouillard que je recherchais aussi. Et puis un peu face à ses limites, parce qu'il y a des conditions climatiques, niveau du vent. Enfin, du coup, ça fait aussi partie du physique, mais vraiment, on sait qu'à des moments, on va être à bout au niveau de la bouffe ou des trucs comme ça, des trucs qu'on n'a pas l'habitude. Ouais, se dépasser Ouais, ses limites, quoi. après, pas attendre les Après, gars. je pense que c'est bien de le faire à deux pour ce genre de choses. Quand des fois t'es à bout, genre t'en peux plus. D'avoir quelqu'un qui te pousse quand même qui est derrière toi, qui te rassure. Après, bien. c'est niveau Après, c'est la personnel. personne avec qui tu pars, ça peut être. Nous, au final, il n'y a pas eu trop de soucis. Ça peut être un truc assez. Ouais, au début, je pensais que ça allait être une expérience très de groupe. Un truc, il faut être soudé, il faut. Voilà. Au final, c'est assez personnel dans le ressenti de certains trucs. Au début, tu te demandes qu'est-ce que tu fous là, choses comme ça. C'est à peu près les étapes. Il y a des étapes que tu traverses un peu quand tu commences un voyage comme ça, où tu n'as pas d'autre objectif, tu n'es pas là pour un stage ou un truc comme ça. Il y a un carcan qui n'est pas forcément rassurant. Ouais, le premier jour, c'était un peu balisant. Quoi. Ouais, voilà. En fait, t'arrives là-bas, nous on est arrivé en pleine nuit. Et on est arrivé à l'aéroport de Reykjavik, on devait monter nos vélos et tout, il était 1h du mat. Et on monte nos vélos, le temps de les monter il est 3h et après on se dit bon, on va pas dormir à l'aéroport. Donc on part à 3h du mat en vélo. Et là on fait, wow, on est en Islande, c'est fou, c'est un truc de malade. On commence notre voyage et on fait 20 km. Et puis là, moi je regarde Matt, je fais non mais mec, j'en peux plus, là je suis mort, j'ai envie de dormir et tout. Ouais, la fatigue aussi, puisqu'on n'avait pas dormi. Et là, il y a vraiment ce côté-là qui nous est resté pendant 5 jours de qu'est-ce qu'on fout là, quoi. Ouais, pendant 5 Parce jours. qu'on tu a te vraiment- demandes- 5 jours quand même. pendant pendant une 5 semaine, jours. tu te dis. Après, ça Qu'est-ce dépend que je fais selon les gens et je pense, mais là, tu te sens seul parce que Faut s'habituer, quoi. ton pote, enfin, nous, on était tous les deux dans la même situation, et puis, enfin, t'es un peu en train d'essayer de te motiver de toi tout seul parce que tu te dis, bah, je vais pas avoir forcément la motivation de mon pote parce qu'il est comme moi, enfin. Et puis, moi, je suis sorti de ce truc-là légèrement un peu avant toi. Ouais. Je sais qu'au bout du 4e jour, ça allait mieux. Je me suis dit, allez, c'est bon, profite, c'était là pour un moment, mais c'est ça, c'est le kiff, les choses comme ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé vraiment à kiffer le voyage et jusqu'à la fin. Mais je pouvais pas sortir Tanguy du truc. Enfin, peut-être que ça l'aide du fait que moi, ça allait mieux, mais s'il était dans un état d'esprit à se dire que ça va pas et que c'est ce qu'il a envie d'être là, est-ce qu'il a envie de pédaler et de faire ce qu'on est en train de faire, tu peux pas le sortir. C'est ce côté-là qui est assez personnel. Faut s'acclimater un peu à la situation dans laquelle t'es, quoi. Parce que moi, je m'attendais pas à un truc comme ça dès le début, que ce soit aussi dur. Ouais. Parce que c'est dur en vrai, mais faut rentrer dedans, quoi. Donc là, on va plus maintenant passer sur la préparation des étapes. Donc comment est-ce que vous avez préparé le voyage en fait? Ouais. Alors du coup, une fois que l'idée du voyage, donc vous étiez sûr de partir en Islande, vous étiez sûr de vos dates, comment est-ce que vous êtes arrivé à définir des différentes étapes que vous alliez faire pendant 35 jours? Parce que c'est pas évident de se dire à tel moment je serai là, à tel moment je serai ici. Comment est-ce que vous avez fait? Au final, ça s'est fait un peu au feeling. Ça s'est fait un feeling. En Enfin, fait, on avait lu des blogs sur internet de personnes qui avaient déjà fait un voyage comme ça en Islande, à vélo aussi. Et on avait repris plus ou moins le même parcours en arrangeant un peu comme on voulait, vu qu'on partait un mois, nous. Et au final, quand on arrive sur place, on avait un tracé, mais on a presque pas respecté ce truc-là. En fait, ouais, c'est ça. Vraiment le truc, c'est qu'on avait à peu près prévu comment on allait le faire. Et en fait, plus ça allait, plus on se disait qu'en fonction du vent et machin comme ça, il y a vraiment beaucoup de facteurs qui entrent en compte. On devrait le faire un peu au feeling. Le truc, c'est qu'on s'est décidé, en fait. Moi, j'ai appelé Tanguy pour le road trip. Au final, c'était En septembre, octobre plus. octobre, ouais. Octobre, on avait pris nos billets d'avion en décembre aux alentours de Noël. Donc là, c'était calé. Là, on a vraiment commencé à se pencher. Donc moi, je me suis
j'ai commencé par prendre j'avais pas le guide du routard à l'époque, mais j'avais un bouquin sur l'Islande là qu'un de mes colocs avait. Et j'ai commencé à lister tous les lieux à visiter. Parce que moi, le but, c'était ça, c'était focus sur les trucs naturels. Bah, c'est ce qu'il y a à voir là-bas de toute façon. Donc, on a commencé à lister et j'ai utilisé Google Maps, Google My Map, un truc comme ça. Et j'ai commencé à faire ma propre carte avec dessus tous les points que je voulais visiter. Alors là, après, il se dégage à peu près un circuit. Et puis, à lire les blogs, les choses comme ça, l'Islande, c'est sûr que en fait, il n'y a qu'une grande route, c'est la route 1. Qui fait le tour de l'île, qu'on peut prendre dans les deux sens. Donc après, on a choisi à peu près le sens selon ce qu'on voulait voir. On voulait se réserver certains trucs vers la fin parce que c'était censé être des trucs super là-bas. Donc on s'est dit que ça, on allait se réserver vers la fin, partir dans un sens. J'ai tracé à peu près moi l'itinéraire effectivement sur Google Maps en me disant là on prendra nos jours de repos, là on fera nos temps d'étapes, en se fixant. À la base, on se fixait à peu près 60 km par jour. 60 km par jour, ouais. Donc on s'est dit voilà, hop, là on sera là, on sera là, on sera là. Et plus ça allait, plus on se disait, tout le monde disait que les conditions faisaient que, il y a des jours t'as le vent, donc tu t'adaptes au climat qui est là-bas en fait. Et aussi quand on a commencé à lister les campings, à voir où ils étaient, il y a des jours on se disait bah là c'est pas possible, soit faut faire plus, soit faut faire moins, et choses comme ça. Donc on est vraiment parti, on a acheté une carte juste avant de partir. On savait à peu près comment faire, on savait à peu près où si on avait des problèmes, fallait prendre les bus ou fallait prendre les choses comme ça. Donc ça, c'était tout ce qui était travail de préparation. Mais on a décidé que quand on serait là-bas, on n'essaierait pas de traîner au début, voir, et qu'on ferait le point toutes les semaines. Parce que c'est aussi ça le voyage de 35 jours, c'est qu'il y a le truc de... c'est long en fait, tu as le temps de voir venir les choses, de préparer, de dire bah là on est trop court, là on est trop long, là on est bien au niveau du timing pour faire le tour. C'est pas comme quand tu pars 5 jours où tu te dis bah faut forcément que je sois là ce soir-là. Là tu te dis bah je pourrais me rattraper et en fait on voulait aussi voir. Après moi je pensais que après une semaine on se dirait là on sait à peu près comment on avance parce que on sait jamais comment on va vivre le fait de pédaler tous les jours. Même si c'est pas non plus des 1000 et des 100, on a vraiment fait ça. On s'était fixé à peu près les premières étapes et on a fait selon comment on le sentait. Donc les premières étapes étaient vraiment préparées. Et après, c'était au bout de cette semaine de test, entre guillemets, vous aviez pu... En gros, au début, on savait clairement on savait le chemin qu'on allait prendre. Ça, c'est clair. Le circuit, la route, on savait où on allait prendre. Après, la vitesse à laquelle on allait faire, ça, c'était un peu plus difficile. Mais on savait qu'au début, on n'aurait pas le choix. Il faudrait faire tant de kilomètres pour atteindre la première ville, aller à cet endroit-là en premier, toutes ces choses-là. Donc oui, c'était à peu près défini. Après, si je reprendrais le truc qu'on a fait, je pense qu'au début, on a avancé comme j'avais à peu près prévu. Et c'est sur la fin qu'on s'est calmé d'ailleurs, parce qu'on a pris le bus et des choses comme ça. Mais ça, c'est des choses comme ça. Ok, d'accord. Donc j'allais vous poser combien de kilomètres par jour vous étiez donné, mais du coup, à la base, c'était 60 kilomètres. Ouais. Dans les faits, est-ce que ça a été plus ou moins respecté Au final, ouais, plus ou moins. Après, suivant, on a fait quelques jours de repos quand même, mais en général, on faisait 50, 60. Au début, c'est ça aussi, on s'était fixé les jours de repos en se disant, hop, on faisait là on se reposerait, choses comme ça. Au final, on l'a plus fait au feeling, pareil, pendant tout le long. Et qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'au début, on a fait vraiment les 15 premiers jours, on a fait 60 km par jour. Vraiment, et on a fait une journée et demie de repos en quelque sorte. Donc là, on avançait plus vite que ce qu'on avait prévu parce qu'on avait prévu de faire 3 jours de repos dans le truc et on faisait même un peu plus que 60, on devait plus être à 75 km, 65, enfin ça dépendait des étapes forcément, mais voilà, et puis il y a toujours des détours et des choses comme ça. On a fait les 1000 premiers kilomètres, donc une bonne partie de notre trajet. On a aussi, ça c'est après, pendant le trajet, on a décidé qu'on prendrait le bus à un certain moment parce qu'on voulait squeezer une certaine étape qui était un peu compliquée, plus difficile et puis qui n'était pas forcément intéressante, il n'y avait pas spécialement grand chose à voir. Et on avait peur aussi de pas de trop perdre de temps sur cette étape-là. Ouais. Et d'avoir besoin que de rusher parce qu'on voulait aussi faire de la rando, se poser et arriver à des endroits. Alors du coup, au niveau de votre préparation de voyage, est-ce que vous avez consulté des sites internet spécifiques pour préparer tout ça, regarder des informations
sur, je ne sais pas, les sites officiels de l'Islande ou... Il y a un site qui était pas mal, c'était visiticeland.com ou un truc comme ça. C'est en anglais. Et ça regroupe. En gros, tu as une map de l'Islande et tu choisis accommodation, camping, restaurant. Enfin, c'est classé par catégorie comme ça et ça te regroupe sur la carte, en gros, où est-ce que tu peux retrouver toutes ces choses-là. Donc, ça, c'était pas mal pour repérer nos campings. Les campings, même si on avait le routard aussi avec nous quand même. Ouais, le routard, c'est Ça a indispensable. bien aidé. Après, il faut bien prendre la bonne année Ouais, du j'allais dire. routard. On a rencontré les Français là-bas qu'en fait, nous on avait 2016-2017 et avec 2017-2018, il y avait une différence au niveau. Enfin, les sites restent à peu près les mêmes, c'est juste les prix, les choses comme ça qui changent un peu. C'est plus cher. C'est plus cher. Après, moi, ce que j'ai, c'est surtout au niveau du côté vélo. Donc, pour la préparation, des choses comme ça. Je crois que c'est le site Cyclo-Randonnée qui a pas mal d'infos pour savoir choisir est-ce que tu fais un voyage en remorque, en sacoche, en choses comme ça. Pas mal de matos aussi sur ce site-là. Ouais, voilà, ils vendent du matos, Du bon on a un matos. peu acheté, mais ça, voilà. J'ai regardé plusieurs personnes quand avaient fait le road trip, donc il y a une vidéo de, je sais plus son nom, c'est une fille qui a fait un voyage de 14 jours, mais juste dans la partie proche de Reykjavik, et qui est pas très représentatif forcément, mais qui donne quand même un peu une idée, des conseils. Il y a un gars qui a fait en 2015, ça s'appelle, tu tapes Vélo Islande 2014, il a fait 2014-2015 je crois, une histoire comme ça, où il a fait son site, enfin bref. Lui il donne vraiment, et c'est à peu près le chemin qu'on a suivi, on a fait le truc dans le même sens que lui, et lui il raconte vraiment ses étapes au jour par jour. Il y a un autre site où c'est un autre gars qui raconte pareil. Lui il a fait en 28 jours, c'est pareil, il raconte un peu toutes les étapes, donc ça c'est hyper important pour un peu avoir donné pour les dénivelés, les choses comme ça. Le matos qu'ils ont pris, parce qu'ils ont les listes de matos, donc tu peux avoir un peu une idée de qu'est-ce que tu emportes, qu'est-ce que tu n'emportes pas, parce que nous on s'y connaissait pas spécialement. C'est basé là-dessus, hein, principalement. Voilà. Ça, c'est les listes de ces mecs-là. C'est les listes de ces mecs-là. Et après, tout taper sur Internet, liste de matos pour voyage à vélo. Il faut savoir que le voyage à vélo, il y a plein de gens qui en font. Du coup, il y a des trucs assez connus au niveau du matos, des trucs comme ça. Après, selon les budgets, il y a des trucs très spécialisés et des trucs un peu moins. Sinon, moi, au début, j'avais aussi un petit guide sur l'Islande que mon coloc m'a refilé, il faudrait que tu retrouves le truc. Et, une carte IGN, c'est bien ça. Une carte IGN qu'on a pris où il y avait quelques campings inscrits dessus. C'est sympa aussi. C'est bien, là tu peux vraiment voir un peu les dénivelés quand même. Ouais. Et en détail. Un truc quand tu arrives là-bas à Reykjavik, mais que tu peux télécharger sur Internet, qu'on aurait bien. C'est intéressant de le voir pour le télécharger sur Internet, qui permet aussi de faire bien. C'est la carte officielle du vélo en Islande. Donc tu la trouves partout un peu là-bas, mais tu peux la télécharger, je pense, sur leur site internet ou je sais pas spécialement où. Et ça c'est top parce que tu as pareil tous les endroits où il y a les campings, les accommodations, les shops, les choses comme ça. Bien le dénivelé d'indiquer et les routes principales, ce qu'il faut prendre et tout pour établir son trajet, c'est vraiment pas mal. Ok, alors du coup vous retrouverez toutes les informations et tous les liens des sites et tout ça dans la description, donc je vous invite à consulter ça. Voilà, ça c'était pour vous ici. Alors du coup on va continuer juste vite fait. Est-ce que vous pouvez là donner le budget que vous étiez fixé à la base? Donc on vous donnerait à la fin le budget réellement que vous avez dépensé. Là vraiment ce que vous aviez prévu avant de partir. On était parti sur 2000 euros. À la base 2000 euros. 2000 euros en comprenant billets d'avion pour se déplacer, matos, aussi la caméra, les choses comme ça, enfin vraiment tout compris. Quoique c'est vrai que moi dans les 2000 au début je comptais pas la bouffe parce que je me suis dit de toute façon que tu sois ici ou là-bas tu manges. Ouais, c'était 2000 euros sans compter. Sans la bouffe, mais en comptant les campings et choses comme ça. Ok, d'accord. Du coup, vous en avez parlé tout à l'heure vite fait. Au niveau des billets d'avion, vous étiez pris combien de temps à l'avance? On les a pris en décembre, je crois. Ouais, aux alentours de Noël.
Ouais. Donc pour les compagnies, alors il y a plusieurs compagnies qui ont des standards différents. Nous on a pris une compagnie low cost qui s'appelle WOWER, donc WOWR, qui est je crois une des compagnies les moins chères, qui propose des billets aux alentours des 100 euros l'aller, 100 euros le retour. Ouais. Donc nous on a fait pas mal on a un peu dû voir, parce que le truc c'est qu'il fallait qu'on emporte le vélo. Et du coup ça, selon les compagnies, il faut vraiment regarder dans le détail. Pour WOWER, je crois que c'était 60 ou 40 euros de l'emmener. Et en fait, ils ont une politique, tu payes ton billet d'avion et ensuite tu payes pour tes bagages. Donc nous, on a pris le quai, enfin il y a un petit bagage inclus qu'il ne faut pas dépasser, donc ça, il faut faire attention. Voilà. Et après, on a pris un bagage en soute, donc il faut rajouter 25 euros, un truc comme ça, et plus les vélos. Au tout, on en a eu pour 400 euros chacun. Pour les bagages. 400 euros aller-retour, ouais. D'accord. Chacun. Donc voilà, il y a moyen de s'en sortir moins cher si on s'y prend encore un peu à l'avance. On peut avoir vraiment des billets, je crois que nous on avait un billet à 109 à 130, on peut avoir que des billets à 100 ou 110. Moins peut-être si on s'y prend mieux. Après, par rapport aux autres compagnies, je crois qu'ils sont dans la même grille de tarifs. Certains proposent des billets déjà plus chers, mais il y a déjà des bagages en soute de compris, les vélos sont moins chers. Donc il faut un peu faire le comparatif. Ils en parlent assez bien dans le guide du routard, dans les premières pages. Mais nous, on a focus sur cette compagnie-là parce qu'au début, c'était la moins chère. Je pense que c'est... Et puis c'est la compagnie qui fait que l'Islande au final aussi. Oui, elle fait que l'Islande, mais il y a d'autres compagnies. Après, il y en a d'autres, oui. Mais... Il y en a d'autres compagnies qui font que Celle qui est l'Islande. spécialisée. C'est pas leur compagnie à eux que à eux. Hein. Ah ouais ? Ouais, non, je crois pas. Ok. Du coup, après ça, on va passer plutôt à la préparation physique et au niveau des équipements, ce que vous aviez prévu avant de partir. Donc, on va d'abord commencer avec ces derniers. Quels équipements vous aviez? Alors, qu'est-ce que vous aviez besoin déjà donc, pour vos 35 jours de voyage? Et si c'est possible de savoir combien est-ce que vous avez dépensé en équipement? Ouais. Qu'est-ce que vous recommandez? Vas-y. On avait besoin de tout. Alors ça, c'est le problème. Un vélo, très important. Voilà, on n'avait même pas le vélo, on voulait prendre un vélo. Alors ça, il y a différentes écoles. Il y en a qui vont dire que c'est impossible avec un vélo cheap. Enfin, il faut payer un vrai vélo de randonnée de voyage qui coûte au minimum 800 euros et encore, voilà. Et il y en a qui disent que c'est faisable avec à peu près tout. Moi, j'avais un ami qui l'avait fait avec un vélo le moins cher de chez Decathlon. Je me suis dit... voilà, on va faire un peu la même chose parce qu'on n'avait pas le budget pour nous on s'était fixé un budget qui permettait pas d'acheter un super vélo. Après, si c'est pas le premier voyage ou si c'est une démarche à long terme, nous on savait pas encore si on voulait repartir après, des choses comme ça peut être intéressant d'investir dans un vrai vélo qui durera, parce que nous là, nos vélos, je repartirai pas avec, pas parce qu'ils sont complètement morts. Je pense qu'il y a des choses qui sont récupérables, des choses comme ça, mais je pense que le matos s'use quand même assez bien usé pendant ce voyage. Donc le vélo, ça a été la priorité, la première chose qu'on a acheté. Donc il faut un bon vélo. Nous on n'a pas pris de VTT mais un VTC. Ça dépend vraiment des circuits qu'on veut faire. On aurait pu prendre un VTT parce qu'on a fait un peu de piste et là ça aurait pas été de trop. Mais après, tu fais principalement de la route. Ouais. On s'était dit que le VTC, ça suffisait. Et il y a vraiment... Au final, ça a très bien tenu. Oui, et puis il pouvait quand même faire un peu de costaud, mais pas non plus. C'était pas un vélo de route, mais c'était pas non plus un VTT. Donc nous, on est allé à Mi'kmaq. Mi'kmaq, ouais. Donc c'est à côté de. À Mi'kmaq. Mais c'est un truc un peu spécialisé de la région. C'est à côté de Nantes là. Et c'est en gros des vélos directs sortis d'usine. Donc ils ont des bons prix et des bons rapports qualité-prix. On avait repéré un vélo chez Decathlon à la base, mais là on a eu pour le même prix, on a eu pour 250 euros le vélo. Un vélo avec tout ce qu'il fallait, qui a bien fait le voyage d'ailleurs. Après, ce qui peut être intéressant d'investir maintenant qu'on a fini, c'est on aurait peut-être dû acheter une meilleure paire de roues.
parce que c'est vraiment ça qui prend le plus avec le poids des sacoches et des choses comme ça. Après, au niveau du cadre, des freins et des vitesses, il n'y a pas eu de souci. Non. Donc, Après, on a dû prendre un porte-bagages parce qu'il n'y en avait pas dessus pour accrocher nos sacoches. voilà. Les sacoches, on a pris des gros seaux. Donc, nous, on les a trouvés à 60 € top. sur internet. C'est vraiment pas cher pour une paire de sacoches qui sont vraiment bien dures, Ouais, sont étanches, ce qui est obligatoire là-bas. Et bien solide, énorme capacité de rangement. Après, nous, on a décidé de se charger uniquement à l'arrière pour aussi encore des raisons de prix. Donc, c'est pas le meilleur pour l'équilibre du vélo ni pour la roue arrière parce que c'est elle qui prend un peu tout le poids. Mais c'est ce qu'il y a de moins cher parce que sinon, il fallait rajouter un porte-bagages avant, une paire de sacoches avant. Donc voilà. Donc pour les sacoches, on s'en est pas sorti pour cher. Donc oui, voilà, on en a eu pour 60 €. Sur Cycle Randonnée. Sur Cycle Randonnée, donc c'est leur site. Ensuite, on voulait une autre capacité étanche, donc on a pris un sac étanche sur Amazon. Donc là, il y en a un peu de toutes les marques. Il faut vraiment vérifier que ce soit un peu épais et une grosse capacité. Nous, on a pris un 40 litres. 40 litres, Qu'en fait, on venait poser au-dessus du porte-bagages, au-dessus des deux sacoches. Donc, au niveau de la capacité, on avait 60 litres de sacoche et 40 litres sur le porte-bagages. Donc, c'est ce qu'il fallait. Après, au niveau du chargement, c'est différent. Et après, on a acheté tout ce qui est vêtements. Donc, on a à peu près suivi les listes qu'on avait trouvées sur Internet. Donc, on a pris 2 pulls chacun. 2 pulls, 4 t-shirts. 4 t-shirts. Donc, 2 à manches longues, 2 à manches courtes. 2 pantalons. 2 pantalons. Un pantalon pli. Un pantalon modulable dans nos pantalons pour que s'il fait chaud, tu le mets en short. S'il fait froid, tu le mets en normal. Un kawaii. Une surveste de pluie qui est vraiment complètement imperméable. Le kawaii, il y a toujours. C'est déperlant. En fait, tu ça fais une journée de pluie entière, ça traverse un peu. Ça finit par traverser. Donc voilà. Un pantalon de pluie. Donc voilà. Pour les gants, parce que en fait, le froid là-bas pour les mains, c'est assez compliqué. Astuce qu'on a trouvé. Bon, c'est peut-être pas la meilleure. On a acheté des gants polaires à 1,30 € chez Decathlon là, et on a acheté une paire de gants de vaisselle plus grande que ça, et on mettait les deux dedans. Et c'est la seule solution qu'on a trouvée étanche. Certains prennent des gants en néoprène, donc t'as les mains mouillées, mais t'as pas froid aux mains parce que les néoprènes gardent les mains chaudes. C'est ça en fait c'est ce qu'on avait fait une fois un test en préparation physique, on avait douillé des mains parce qu'avec la pluie, le vent. T'as les mains congelées. T'as les mains glacées. Tu sens plus tes doigts, c'est infernal. Sinon, on a pris des chaussures imperméables, donc ça aussi top. On les a payées 60 balles. 60 € chez Decathlon. Donc, je sais plus la marque, mais je sais pas si c'est les Quechua ou c'est des Quechua, je crois. Elles sont totalement étanches, vraiment 100%. Ça a été bien, même si à la fin, on va pas se leurrer, tu pues des pieds. Le côté totalement étanche te sauve un peu la vie parce que ça arrive toujours à marcher dans une flaque, un truc comme ça, l'humidité ne rentre pas, ça c'est top. Après, on a acheté chaussettes, caleçons, tout le reste qu'il fallait. Au niveau de la tente, on a pris une tente pour 3 personnes. Une tente 3 places. Une tente 3 places pour 2. C'était pas trop parce que le soir, la nuit, tu laisses pas tes affaires sur le vélo, tu les rentres dans la tente. Donc là, pareil. Dans les 2 sas qu'il y a sur les côtés, là, les 2 ouvertures. Tu mets ça là-dedans. Tout dépend de ton budget en fait. Mais nous, vu qu'on avait un budget assez serré, il faut prendre une tente de trek. On peut pas prendre une 2 secondes parce que ça prend un peu trop de place sur le vélo. Même si peut-être que maintenant ils ont fondé un peu plus compact, voilà. Nous, on a pris une tente de trek, donc 3 kilos. Tu peux payer plus cher pour avoir plus léger, hein, mais là, elle était bien. Oui, elle était bien. Ouais, elle était bien. Et elle est assez compacte. Ça passait pile sur le porte-bagages derrière. Donc voilà. Nickel. Donc c'était la Quick Light. Et je crois qu'il y a la Quick Light Plus. Pour les noms, je suis pas sûr de sûr. Je crois que c'est Quechua encore, que je trouve chez Decathlon. Et doit coûter 120 €, 120, 130 €. Voilà. Non, nous, la Quick Light et la Quick Light Plus qui est un peu plus profilée, qui est mieux pour le vent et choses comme ça. Par contre, là, c'est une 2 places qui est un peu plus chère que la 3 places de l'autre marque. Enfin, de ça, c'est un peu compliqué. Mais c'est quelque chose d'envisageable. On a rencontré des gens qui l'avaient.
avoir une 2 places, ça peut se faire aussi si il fait froid, des choses comme ça. Après, il faut toujours avoir, ça c'est comment ça s'appelle sur les Les côtés. sas, là, enfin, Ouais, les sides. un espace entre La moustiquaire et la toile. et la toile de tente. Et là c'est pour certains, pour faire la cuisine, des choses comme ça. Ça peut être pas mal, ranger ses sacoches le soir. Et quand tu rentres, être à l'abri. Mais elle était plutôt bien la tente, il n'y a pas eu de souci de ce Et prendre une côté-là. bâche aussi, très important. Ouais, on a pris une bâche, ça c'est un tips aussi, et on a pris une bâche pour mettre sous la tente. Ça empêche l'humidité. Ouais. Bah, en fait, la tente a un fond en bâche, mais là ça double. Tu es sûr de pas percer le fond de ta tente. Pour l'humidité, c'est meilleur. Pour l'isolation du sol aussi, parce qu'en fait, toute la fraîcheur vient du sol. Donc ça après c'est aussi il faut un bon matelas. Nous on avait un matelas gonflable, pareil chez Decathlon. Là ça coûte un peu plus cher que les matelas autogonflants. C'est vraiment un qui se gonfle, mais il est hyper compact, assez épais, très agréable franchement pour dormir dessus. Et il isole hyper bien du sol. Le duvet, On l'a pris sur Amazon. On a pris sur Amazon. Ouais. Donc je saurais plus donner Duvet, la marque. faut que ce soit un truc qui tienne chaud quand même. Qui tienne bien chaud. Au niveau, faut qu'il tienne les 5, que ça soit agréable à 5 degrés. En dessous, c'est envisageable si t'es frileux. Nous, on a pris un drap de sac à viande, comme ça s'appelle, un drap de duvet là. ça te fait gagner quelques degrés, et s'il fait vraiment chaud, bah tu dors qu'avec ça. C'est pas arrivé souvent. Même pas vraiment, mais des fois le matin quand même avec le soleil ça peut taper. Et faut vraiment un bon duvet et un bon matelas, parce que ça sinon ça pardonne pas, surtout si t'es frileux de base. Après ça, c'est sûr que c'est difficile de pas s'en tirer pour cher. Nous on en avait pour 60€. Je crois que Decathlon on fait un à 80 ou pareil autour des 61€. 60€, je veux dire, qui tient cette température-là. Il y en a un meilleur qui tient mieux et qui est plus compact, mais je dirais que le prix il double, quoi. Ouais. Donc ça, après, il faut trouver... mais c'est un truc où tu peux pas faire l'impasse. Tu peux pas prendre un duvet 10 degrés, même si c'est compact. C'est un truc aussi, ça prend énormément de place, mais on peut pas faire l'impasse dessus, quoi. Ok, d'accord. Pour le coup, là, cette fois, je pense qu'on a vraiment fait le tour au niveau des équipements. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus? Non, je crois. À part qu'il faut le plus utile, c'est tu suis les listes que les gars ils font sur internet du voyage, pour pas oublier, c'est tous les petits trucs cons, mais la popote, le réchaud, comment tu débrouilles, quel réchaud faut prendre, quelque chose comme ça. Là, ça après faut regarder selon les pays. Nous on est parti en Islande, donc le mieux c'est de prendre des réchauds qui se vissent, parce que voilà. C'est le truc tout con, pas oublier le chiffon, la lessive, le poivre, le sel, les machins comme ça, des trucs que nous on a oublié, quoi. Après on a acheté là-bas, c'est parce qu'ils coûtent plus cher, mais ça fait toujours ça qu'on aurait pu économiser, et puis que c'est bien d'avoir dès le début, quoi. D'accord. Du coup, vous étiez parti là pour 35 jours de vélo quand même assez intensif. Ouais. Est-ce que vous aviez une préparation physique derrière? Est-ce que vous étiez des grands sportifs avant de partir? Est-ce qu'on est des grands sportifs? Comment est-ce que vous avez géré ça? Non. Non, on n'est pas vraiment du tout des grands sportifs. Je pense après, dans notre âge, c'est à peu près accessible pour tout le monde. Après, plus ou moins de préparation physique, ça ne demande pas non plus de faire 8 années de vélo avant. Moi, je faisais du vélo pour aller en cours régulièrement. J'ai une forme physique banale. Toi aussi. Oui. Enfin, je fais pas plus. Toi, t'avais pas fait de vélo depuis. Ça faisait un bail, j'ai pas fait de vélo. 4 ans qu'il avait été pas monté sur un vélo. On a décidé de commencer à s'entraîner 3 mois avant le voyage, où là, on essayait d'aller courir une fois par semaine. Faire du vélo le week-end. Et faire du vélo une fois par semaine. Donc, on gardait tous les dimanches et on essayait de se faire au minimum 50 bornes. On se faisait 60. En général, on s'est fait un 70 bornes. C'est intéressant de tester en condition. Bon, là, c'était encore la période où on a magasiné le matos, donc on avait les sacoches au début. Moi, je les fourrais
de flotte, de vêtements, de fringues, de Petit jeans, vieux truc. histoire d'avoir le poids réel. Et ouais, on a dû faire ça. On a fait 500 bornes à peu près quand même de préparation. Donc pour 1500 bornes de voyage qu'on a fait en tout, c'est un bon compromis. Après, il y a le truc vu qu'on le fait qu'une fois par semaine, il n'y a pas l'effort de se dire tous les jours tu te lèves et des choses comme ça. Mais Ce qui au final, c'est voilà, on aurait bien aimé se préparer en essayant de faire un vrai voyage de 2 jours au moins. Ou un 3 week-end, jours, partir un week-end, vraiment faire que du vélo. Tester le pendant 2 matos jours. aussi, parce que ça c'est un truc qu'on a du mal à... Si on n'a jamais fait, on a du mal à se rendre compte de est-ce qu'on va avoir assez chaud. Nous on achetait des trucs en se disant on va avoir assez chaud ou pas. Tu es dans l'ignorance, surtout que c'est difficile en France, à la période où on s'entraînait, d'avoir les conditions qu'on aurait là-bas, quoi. Donc ça peut être bien de tester dès l'hiver ou dès la fin de l'hiver, qu'on ait à peu près les conditions qu'on a en été là-bas, quoi. Mais sinon, au niveau préparation physique, on a fait la grosse connerie d'arrêter de faire des trucs un mois avant de partir. Pendant un mois avant de partir, on n'a rien fait du tout. On a quasiment rien fait. Moi, j'ai dû aller courir une fois ou deux, mais sans plus. Et voilà, bon, ouais. on est quand même parti. Faut quand même essayer de se préparer un minimum, histoire de se mettre dans le bain. Mais après, tout dépend de comment on se sent niveau forme physique. Moi, je sais que 60 km en France, parce que c'est un peu pas forcément les mêmes conditions, je les fais pas forcément rapidement, mais c'est pas un effort qui est insurmontable pour moi une journée, donc je me disais que ça irait là-bas. Après, tout dépend aussi des étapes qu'on se fixe, mais faut que ça soit faisable, quoi. Mais bon, c'est à peu près à la hauteur de n'importe qui. Ça se fait. Tu te dis, tu pars le matin à 10h. Ouais. Tu fais 3 heures de vélo le matin, tu fais ta pause pour manger, pépouze. Et après, tu refais 3-4 heures de vélo l'après-midi. Ouais, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas non plus une course de vitesse. Oui, tu Donc, prends ton temps. 60 voilà, km, t'as une journée pour 60 km 60 en vélo. km, on n'essaye pas de les faire en 3 heures. On se les fait en 4, en 5 même s'il faut. Et vous n'étiez pas limité par la nuit qui tombait ou... Oui, voilà. Ouais, et voilà, puis, on de prenait toute notre façon, temps comme on voulait. t'es en trip, donc tu te limites pas. T'es Et là puis, pour ça, donc t'es là pour kiffer aussi. il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Mais bon, faut quand même essayer de se préparer. Ok, bon. Alors du coup, on va continuer avec cette fois-ci le road trip en lui-même. Et quand vous êtes parti, à partir du moment où vous êtes parti de Nantes. Alors déjà, pour votre vol, est-ce que vous avez fait directement Nantes-Reykjavik? Est-ce que vous avez trouvé des vols? Ou est-ce que vous avez fait Nantes-Paris, Paris-Reykjavik? Non, on a fait Nantes-Paris, Paris-Reykjavik. Donc on est allé à Paris en voiture. En voiture pour pouvoir transporter les vélos et tout ça? Voilà, Ouais. nous, on a eu la chance que il y a ma soeur et une amie, enfin bref, pour pouvoir garder la voiture et des choses comme ça. Sinon, on aurait dû y aller. Il y a possibilité après y aller en bus, en car, en train. Enfin, après, il y a plein de manières de faire, où on se fait déposer. C'est un peu plus galère, ça dépend d'où on est, sûr. Et après, ouais, nous, on a fait. Parce que je crois que je suis pas sûr que la compagnie, il y a rien qui part de Nantes, je suis pas sûr. Après, il y a des fois, il y a peut-être des transitions qui peuvent se trouver pour pas trop cher. À un moment, on a même imaginé faire Nantes-Munich, Reykjavik. Donc, il y en avait pour 7 heures de vol au lieu de 4. Mais bon, T'es obligé de faire une escale. mais c'est envisageable au final. Mais après, c'est vrai que c'est un peu galère, surtout d'aller à Munich alors que bon, t'es français. Enfin bref. Mais non, nous on est parti de Paris. Ok, d'accord. Donc Nantes, Paris en voiture, Paris, Reykjavik en avion. Au niveau des bagages, du coup, ouais, c'était un vol direct. Ouais. Donc vous avez donné vos bagages directement à l'enregistrement, vous avez pas eu de soucis à les retrouver. Non, on avait peur de ça parce que Ouais. les vélos, t'es obligé de les mettre dans les cartons, donc t'es obligé de les démonter. Mais au final, on avait bien emballé ça. Ouais, faut vraiment voir avec les contrats ce qu'ils demandent pour l'avion, l'aéroport. Après, nous au début, on a vraiment fait un carton hyper compact et tout. C'est pas forcément utile, mais ça dépend. Des fois, ils imposent des dimensions, des fois pas. Nous, au final, ils imposaient pas de dimensions. On avait peur au début, donc on a fait un bon carton. Et les méthodes d'emballage aussi, il faut regarder sur internet.
il y a tout et son contraire qui se dit. Il y en a qui disent qu'il faut un carton, il y en a qui disent qu'il faut pas de carton, les gars qui voient ton vélo emballé juste avec du film plastique en font Ils beaucoup font plus plus gaffe gaffe. qu'un carton qui vont balancer et qui vont abîmer. Tu peux essayer de sauver ton carton, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Nous, à l'aller, les cartons ont quand même un peu pris cher, mais ils étaient bien faits, donc il n'y a pas eu de casse au niveau du matos. Au retour, bon, ouais, il n'y avait qu'un vélo, mais c'est pour d'autres questions, d'autres rapports. Et il n'a rien eu non plus, encore moins qu'à l'aller. Ok, parfait. Alors du coup, quand vous êtes arrivé à Reykjavik, donc, est-ce que vous êtes directement parti à votre road trip? Parce que vous êtes arrivé, il me semble, à 1h du matin. Ouais. 1h du matin. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez loué un Airbnb? Vous êtes parti? Qu'est-ce que vous avez? Déjà, en fait, on n'arrive pas à Reykjavik même. On arrive à Keflavik, qui est l'aéroport international d'Islande. Donc c'est à 50 km de la capitale. Donc là, il y a différentes possibilités. Si on veut vraiment aller à Reykjavik, soit on y va à vélo, donc là, ça nous prend 50 km de vélo selon quelle Soit vitesse il y tu a pédales. des navettes. Soit il y a des qui vont navettes. Directement là-bas. Voilà, qu'il faut voir, qui coûtent un peu cher parce qu'avec les vélos là-bas, elle te dit que tu veux mettre ton vélo en soute ou dit qu'il faut te déplacer ton vélo, les prix grimpent très vite directement. Donc en général, les voyageurs partent de l'aéroport en vélo. Ça dépend lesquels, mais voilà. Et du coup, on est arrivé à Keflavik, nous, donc on est parti à 21h de Charles de Gaulle. Ouais, 21h30. On est 21h30. arrivé là-bas. On avait 4 heures de vol, mais Ouais. en fait, il y a un décalage horaire de 2 heures. Donc il y a 2 heures il est 2 heures plus tôt là-bas. Donc quand il était ah oui, c'est ça. Quand il était 1h30 en France, il était minuit 30 23h30 là-bas. Ok. Et donc du coup, bah, on est arrivé là-bas, donc on récupère nos vélos, on regarde s'il n'y a pas de casse, donc au final, bon, ça a été. Et on a monté nos vélos, puis on se posait la question si on devait louer un truc, dormir à l'aéroport ou aller directement à Reykjavik. Bon, au final, on est parti à Reykjavik en vélo à 4h du mat. Enfin, à 3h du mat. Mais Et on s'est posé après, au bout d'un moment, on dans un s'est champ. posé On à n'est pas allé mi-chemin. jusque là-bas. On a fait 20 km et on était mort. Et là, on a fait On s'est posé au bord de la route et puis on a fait dormi. du sauvage. Après, faut savoir que là-bas, pour monter les vélos, il y a un box, donc on n'a pas du tout capté. Mais en fait, à l'extérieur de l'aéroport, ils ont prévu un box spécial. Donc là, il faut voir dans les aéroports, je pense qu'il y a d'autres endroits où il y a ça. Avec tout ce qu'il fallait, les barreaux pour mettre le vélo, pour pouvoir monter tranquillement son truc avec Tous les outils. Bon, après, bien sûr, normalement, les outils, tu les as sur toi parce que faut pouvoir réparer le vélo. Donc ça, c'est pareil aussi des choses à prévoir. Mais il n'y a pas eu trop de soucis pour monter l'avion. Monter l'avion. Monter le vélo. Monter le vélo. machin. Ouais. Ok. Donc quand vous êtes arrivé, ensuite vous êtes parti en direction de Reykjavik. Vous avez dormi, fait du camping sauvage. Ouais. Quand vous êtes arrivé à Reykjavik, oula, j'ai du mal. Quand vous êtes arrivé à Reykjavik, vous y avez passé combien de temps? À l'arrivée, je parle. À l'arrivée, nous, on comptait pas rester en fait. C'était vraiment une étape pour trouver de la bouffe, le gaz pour le réchaud. Ouais. Donc ça, faut trouver. Il y en a dans certaines stations essence, nous on n'a jamais trouvé. Ouais, on a trouvé au camping. Au camping, il y en a. camping Le de camping de Reykjavik. Reykjavik, il y en a. Si vous dormez si tu dors dans les campings aux alentours de l'aéroport, qui existe aussi, c'est une solution pour les premières nuits. Il y a souvent apparemment des bouteilles de gaz qui restent. Ça aussi, dans le camping à Reykjavik, il y a du troc qui se fait parce que c'est impossible de l'emmener dans l'avion, donc les gens laissent leurs bouteilles et il y a moyen d'en récupérer. Donc ça, c'est un peu une priorité au début, trouver du gaz, trouver de la bouffe. Puis, c'est un peu ça. Bah, quand on a fait notre première nuit, on n'avait pas d'eau, pas à manger. Enfin, On avait quasi rien, on avait C'était des la merde. barres chocolatées qu'on avait prévues, mais on n'avait rien pour faire chauffer, donc on n'avait pas de repas en soi. Et du coup, nous, non, Reykjavik, quand on est arrivé, c'était qu'une étape, on voulait vraiment y rester sur la fin. Donc on est vraiment allé au camping et on est parti du camping, on n'a même pas vu la ville, on a vraiment fait étape. Et on est parti directement pour attaquer le tour. Nous, on pensait que
on sait jamais exactement combien de temps en fonction des conditions, ce qu'on peut faire. Donc on voulait se garder à la fin, à la base, ce qu'on avait prévu, c'est se garder 4-5 jours à Reykjavik en tampon en fait, en se disant si on est plus long, bah on restera plus, si on est moins long, on restera, on sera à 5, on restera un peu plus longtemps. Donc voilà. Ok. Alors du coup, on va plus parler maintenant de votre première semaine de voyage, donc c'est-à-dire quand tout s'est un petit peu mis en route. Alors comment est-ce que vous avez vécu ça? Parce que voilà, commencer directement à enchaîner 7 jours, à faire 60 km par jour de vélo, est-ce que c'était pas compliqué? Est-ce que ça allait sur le moral? On en a parlé vite fait tout à l'heure, mais j'aimerais bien qu'on revienne dessus. Le moral à ce niveau-là, est-ce que ça suivait aussi? Au début, le moral j'ai un était peu plus pas, galéré. pas du tout là. Alors, Bah, tu te poses trop de questions en fait. ouais. T'es trop en mode qu'est-ce que je fais là? Il y a aussi ouais, il y a la durée aussi. Moi, c'était mon premier bateau aussi. C'est le premier voyage long, vraiment, sans aucun but. Donc là, il y a vraiment la question de savoir est-ce que 35 jours, c'est pas un peu trop long, des choses comme ça. Ouais. Après, le vélo, au début, même le vélo, au final, on l'avait choisi en partie pour se déplacer. Après, on n'était pas des grands sportifs de vélo, donc au début, on n'y prenait pas spécialement de plaisir à pédaler. Enfin, il y a toujours des moments de plaisir, mais 5 heures de vélo, 4 heures de vélo, ça dépend des journées. Même si tu trouves du plaisir, il y a des moments où c'est un peu long. Enfin, comme tout, de toute façon, la marche, la rando, il y en a tout. Dans tous les moments, tu trouves des trucs un peu longs. Et au début, il y a vraiment une remise en question, de demander qu'est-ce que tu fais là, est-ce que tu as vraiment envie de faire ça pendant 35 jours? Tu te sens un peu paumé, tu as le mal du pays, les conditions sont un peu dures. Après, moi, physiquement, au niveau du vélo, ça a été. Moi, la première semaine, j'ai galéré. Et voilà, toi, tu as galéré. Alors, moi, ça a été parce que je me mettais au rythme de Tanguy, et Tanguy était à son rythme bien difficile. Bah, j'essaie de. Comme il faire, devait avancer, mais du coup, moi, j'étais à ce Enfin, je moment-là. poussais quand même, tu vois. Voilà, tu pédalais comme une bonne journée de vélo. Ouais. Et moi, vu que j'avais fait un peu plus de vélo, au début, j'étais un peu à suivre. Donc moi, physiquement, ça n'a pas été si dur que ça. Toi, un peu plus. Ouais. Mais après, au fur et à mesure des semaines, ça a été. Voilà. Enfin, tu t'habitues au final. Au niveau physique, au fait, oui. Oui. Tu finis par t'habituer. En fait, à terme, il y a aussi s'habituer à aller pas vite en quelque sorte, parce que tu as vraiment ce truc au début, tu as des habitudes, t'as pas envie de traîner quand tu vois ton compteur kilométrique qui t'es en dessous d'une certaine vitesse, que tu as l'habitude, bah, tu te dis ça va pas, je vais pas assez vite, ou tu t'attaques à une côte comme un bourrin parce que t'as pas l'habitude, mais aussi parce que t'as pas l'habitude d'avoir des sacoches, des choses comme ça, tu pédales pas pareil. Donc vous avez donc dit que au niveau physique, bah ça le faisait au final. Ça l'a fait. Ça l'a fait. Ça Tu tient finis un par peu. t'habituer. S'habituer, ouais. En fait, à la fin, t'es fatigué, tu sens que t'as pas la patate que t'as au début, genre tu vois une côte, tu peux pas la sprinter. Mais au final, t'as plus d'endurance. Ouais. Tu sens que tu gagnes en endurance et qu'au final, t'arrives à les faire. Tu es plus régulier, t'as un meilleur rythme. Enfin bref, ça a mis, je sais pas, 7-8 jours à arriver. Et puis après, après tu le gardes pendant tout le long. Et le mal au cul, genre. Alors, le mal au cul. Ah, mal au cul, ça va. Nous, ça a Vraiment, aidé. moi, ça On va avait pas, ça. mal. Alors, nous, on avait pourtant des selles toutes pourries. Hein, les premiers. La selle du vélo là qu'on avait choisi. On avait un cycliste. On avait un cycliste. Donc voilà. Après, on avait mal aux fesses. Après, c'est sûr, au bout de 4h30 de vélo, là, tu commences à avoir mal aux fesses. Mais pas après, pas hors du fait qu'on faisait du vélo. C'était vraiment que quand on était dessus et qu'on avait déjà pédalé depuis 2 heures. Comme quand t'es assis sur une chaise dure pendant trop longtemps, quoi. Ok. Parce que ça, c'est ce qui m'avait marqué, moi, le mal au cul. Bah, ouais. on a eu un peu à l'entraînement, plus limite. Ouais, Mais ça va. c'est parce qu'on s'est entraîné, je pense, on s'est un peu On s'est habitué à la habitué à selle, on va dire. Les fesses, s'ils sont faits. Ok, très bien. Pour continuer avec le début du voyage, au niveau des campings, du coup, vous prévoyez à l'avance
Donc, c'est-à-dire, est-ce que vous appeliez, vous réserviez Non, un on l'a emplacement jamais appelé. Vous arrivez comme ça, vous dites, allez, c'est bon, ok. On arrivait toujours comme ça et juste voilà. Ouais, Il y a toujours de la place. un camping qu'il faut réserver apparemment, qui est indiqué dans le guide des retards là, qui est assez connu. C'est celui qui est à côté de Ville. Ah, qu'on n'a pas fait. Pinkville, ça dépend comment on prononce. Tu mettras le nom. Et lui, c'est un des campings les plus fous. Il est dans le World Book des records des campings. Et apparemment, il est génial. Nous, on n'a pas pu le faire finalement. C'est un peu une déception, mais un détour après. au début, voilà, parce que c'était un détour. Il y a un chemin un peu compliqué, mais apparemment, il est vraiment cool. Il vaut le coup. La balade, l'endroit pour y aller est top, même si ça peut être un peu difficile selon les conditions météo. Et celui-ci, soi-disant que des fois il est rempli, donc il faut appeler. Mais sinon, aucun camping on a réservé, on s'est toujours pointé. Il n'y a jamais eu de soucis de ce côté-là. Ok. Est-ce que vous avez fait du camping sauvage aussi On en a fait 2 fois. On a fait Juste deux 2 fois. fois Ouais. Voilà, mais jamais en fait la première nuit qu'on première nuit, ouais. pensait Quand on est aller arrivé. jusqu'à Reykjavik et au final on était à Chaise, donc c'était pas la Et peine puis le deuxième jour, la deuxième fois, c'était. parce qu'on s'est pris des conditions de merde. Ouais, on avait fait 50 km avec le vent dans la gueule et la pluie. Et on n'arrivait plus à avancer. Enfin, moi, j'arrivais plus à avancer, j'avais plus de force. C'était genre le 4e jour. Donc voilà, et là on a dû poser la tente. Pourquoi on n'a pas fait plus de sauvage? Là-bas, il y a quand même il y a des endroits où il y a des champs. Il y a des endroits où c'est pas facile au niveau parce que le sol il est pas top et tout. C'est faisable si on a vraiment envie. On peut faire du sauvage. Faut trouver le coin, faut s'écarter de la route. Après, nous on aimait bien trouver un point de flotte tous les soirs quand même pour remplir les gourdes, les choses comme ça. Même si on avait de quoi emmener de l'eau et faire du sauvage, mais on aimait bien quand même trouver des campings. On n'a pas cherché, dit qu'on pouvait trouver un camping. Il y a aussi ce côté un peu confort, content de retrouver une pièce commune, une pièce à vivre, un endroit avec de l'électricité pour charger son téléphone. Voilà, c'est des trucs un peu cons, c'est des petits conforts, mais voilà. On n'a pas spécialement visé à faire du sauvage. À des moments, on avait prévu d'en faire, on n'en a pas spécialement fait. Et des fois, on disait, si on n'arrive pas à l'étape, tant pis, on fera du sauvage. C'était pas du tout une finalité de faire forcément du sauvage, mais on aurait pu en faire. Voilà. Et c'est légal, ou du moins toléré là-bas? Ça dépend des C'est zones. toléré, ça dépend des zones. Ça dépend des zones, parce qu'il y a des zones, c'est très touristique. Genre, Le lac Mivatn. le lac, ouais, genre des grosses cascades hyper touristiques. Il y Après- a vraiment tous les jours des cars qui arrivent avec plein de monde. Et là, c'est une zone protégée, entre guillemets, donc t'as pas le droit de planter ta tente. On va dire que c'est toléré. Il y a des endroits spécifiquement indiqués où ils disent pas le droit de planter la tente. Donc là, tu plantes pas. Après, il y a aussi énormément. Il y a certaines régions, comme je disais, il y a des champs, des barrières. Après, il faut trouver le propriétaire, peut-être lui demander. Faut voir. Bien sûr. Ok, très bien. Au niveau des routes en elles-mêmes, alors du coup, vous avez dit qu'il y avait une seule route principale qui faisait tout le tour. Est-ce qu'elle est vraiment de bonne qualité, entre guillemets, vraiment praticable à vélo, ou est-ce qu'il y a des endroits où c'est genre vraiment la galère et c'est Non, du la chemin route qui est... là qui fait le tour, c'est vraiment la Voilà. route comme chez nous. Là. Voilà, c'est de l'asphalte et les nifs. Nous, on n'a pas eu de soucis de crevaison, de choses comme ça. Après, il y a plusieurs routes intérieures qui sont ouvertes que l'été, donc les pistes. Il y a la 26 qui est avec de nombreux passages à guet, donc là, il faut être motivé, il faut un autre entraînement physique quand même, il faut avoir une autre forme pour la faire. Et la 35, nous on a un peu emprunté, mais au final on a dû la faire pas mal en bus. On a fait une partie en bus et on a dû reprendre une deuxième fois le bus. On en a fait une partie. Donc ça c'était assez costaud, mais ça se fait. Il faut juste prévoir moins de kilomètres par jour. C'est pas, selon ta forme physique, c'est peut-être pas le moment de prévoir des 60 km. Après là, tu es un peu obligé de faire du sauvage, tu es un peu plus paumé. Il faut voir aussi au niveau de la Il y a bouffe, moins de choses. des rations. En fait, c'est des pistes qui coupent le pays, donc t'as forcément. Tu coupes. C'est un désert, quoi. Tu coupes le désert de l'île, entre guillemets. Donc t'as forcément moins de commerce, moins de camping. Ouais, il y a presque rien, presque. Mais par contre, c'est hyper intéressant niveau paysage et il y a des trucs magnifiques à voir et vraiment pour être paumé
et vraiment ressentir l'Islande, c'est des endroits top. Il y a aussi une piste qui est assez fréquentée pour aller à une cascade, c'est au niveau de Détifos, qui est une boucle. Donc il y a 2 côtés pour aller voir cette cascade. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question quel côté il faut faire. Donc ça dépend. Pour voir Détifos, en gros il y a un côté où il y a de l'asphalte jusqu'à une certaine partie, jusqu'à la cascade justement. Beaucoup de touristes font juste cette partie-là, redescendre. Ils avaient l'air d'être en travaux, ils vont peut-être la finir, donc ça se trouve elle sera totalement asphaltée de ce côté-là, aller jusqu'à la mer. Nous on a fait les 2 côtés en fait, on a fait la boucle, on est monté d'un côté, on a Et fait le reste, c'est de la piste aussi. Mais c'est Donc- de la piste plus tranquille quand même. Voilà, donc on a fait les 2 côtés. Donc là, c'est praticable en voiture, mais faut y aller lentement. Le mieux c'est d'avoir un 4x4 et choses comme ça. En vélo, ça se fait. Et aussi, il y en a qui se posent la question pour Détifos. En gros, ça dépend. En fait, c'est une vallée où il y a plein de cascades. Ouais. Et pour certaines cascades, c'est plus intéressant de la faire d'un côté et pour certaines de l'autre côté. Du côté asphalté, pour Détifos, nous on a trouvé que c'était mieux. Il y avait un meilleur point de vue. Mais après, pour d'autres cascades, c'est plus intéressant de l'autre côté. Du coup, au niveau du dénivelé sur l'ensemble de l'Islande, parce que c'est quand même assez montagneux, enfin, du moins l'image que j'en ai, ça allait ou est-ce que c'était vraiment des grosses pentes Et c'est Ouais. c'est vraiment un peu une image. En fait, Ça dépend des zones en fait. ça dépend des zones, oui. Tout le sud est assez plat. Ouais. Il n'y a pas de souci, enfin, assez plat. Il y a toujours des légères montées, descentes et choses comme ça. La sortie de Reykjavik grimpe peu. Il doit avoir 300 mètres de dénivelé, mais bon, ça s'étale beaucoup. C'est du grand faux plat toute la sortie. Enfin, nous, le passage où on est allé. Après, c'est pas insurmontable. Les premiers jours, c'est sûr que nous, c'est la première étape qu'on a fait. C'était un peu compliqué. Tout le sud, c'était tranquille. Ça se Enfin, fait, ouais, ça se fait. c'est assez plat. Dans Et après, Hopn, ça dépend les endroits comment on le prononce. Donc, à l'arrivée dans les fjords de l'Est, Ouais. Là, ça commence à. là, En fait, c'est de la grimpette et de la descente, de la grimpette, de la descente tout le temps. c'est pas de la. Après, faut comprendre, c'est pas de la grosse grimpette. C'est vraiment juste. Ça monte sur 50 mètres, ça descend sur 50 mètres, ça monte. Enfin voilà. Et ça, c'est assez fatigant pour les cuisses. Après, on avait déjà fait 800. Non, peut-être pas 800 km, mais on avait fait pas mal de kilomètres, donc on commençait à avoir l'habitude. Mais pour débuter, c'est pas mal. Après, tout dépend des conditions climatiques, c'est sûr. Ouais, c'est toujours pareil. Ensuite, T'as le soleil, ça va après. il y a quand même des endroits où on est obligé de grimper un peu des cols, des trucs. Dans les fjords, on est obligé de passer à un endroit, on peut pas suivre exactement la 1, on est obligé de prendre les routes qui longent la côte parce que la 1 elle est faisable dans un sens, mais je crois que ça grimpe avec des pentes à 18% et des trucs. Enfin, c'est vraiment des gros cols de montagne. Donc là, faut être vraiment très aguerri pour les faire, je pense. Et encore, je suis pas sûr que c'est faisable. Nous, il y a des gens qui nous ont dit, si vous passez par là, enfin, ne passez pas par là, passez par la côte et choses comme ça. Ça fait un petit détour, mais ça se fait. Mais oui, la sortie des fjords, il y a un mont, enfin, il doit y avoir 800 mètres de dénivelé. C'est des choses qui nous sont arrivées 2-3 fois pendant le voyage. Mais après, c'est de la descente et du coup, c'est un peu du kiff quand même. Mais c'est pas totalement plat, mais c'est pas montagneux, c'est pas les Alpes, quoi. Ok. Alors, je vois que que vous en reparlez là, depuis tout à l'heure. Les conditions climatiques. Eh. Parce que j'ai l'impression que c'était quelque chose d'assez sympa, ça aussi. Bah, c'est qu'on était très chanceux en fait, parce que sur 35 jours de voyage, on a dû avoir 6 jours de pluie maximum. Ouais. Alors qu'on a croisé des gens qui partaient à 2 jours d'intervalle de plus ou de moins que nous. Ils se sont tapés des conditions de merde, mais c'était genre affreux. Ils se sont tapés les tempêtes de sable, la pluie, du vent. Donc Alors ça, que nous, on a eu du vent dans la gueule, on l'a eu 2 fois peut-être. voilà. Alors, le premier truc en Islande, en fait, la pluie est dérangeante, mais c'est pas le plus grave parce que ça reste la première chose qui peut se. Enfin, à partir du moment où tu as les habits pour la pluie, il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. Après, ce qui est le plus dérangeant, c'est vraiment le vent. Parce que le vent, s'il est dans ta gueule, c'est atroce.
Si les de côté, bon, ça le fait encore parce que selon la force, tu restes sur ton vélo ou juste ça va. Et quand il est dans le dos, bah là par contre c'est du pur bonheur. Mais ça, on l'avait beaucoup vu sur les sites et c'est ce qui a fait qu'au final on n'a pas trop, c'est pas trop forcément fixé des étapes et que on faisait un peu au feeling de comment ça se passait parce que en fonction de vent. Et oui, effectivement, on a croisé énormément de gens sur notre tour. Ils avaient 2 jours d'avance, 2 jours de retard et ils n'ont pas eu du tout les mêmes conditions que nous. Alors des fois Très changeant. ils ont eu très très beau à des endroits où nous il faisait gris ou pas beau. Ils ont eu du vent dans le dos quand nous on a eu dans la tête. Voilà, alors qu'il y a 2 jours de différence. Après, il faut espérer que dans la moyenne, t'as un truc correct, quoi, un truc bien. C'est pour ça que je pense qu'on est parti à la bonne période de juillet. Ouais. Je pense que c'est la période de l'année où c'est le plus intéressant de partir. Plus intéressant, t'as plus la possibilité d'avoir du soleil. Voilà, et je crois que c'est là où il y a théoriquement le moins de pluie. Après, faut vraiment regarder la météo, faut pas se surmener s'il y a vraiment des vents trop forts, faut repousser et choses comme ça. Après, si ça doit être possible d'avoir des tempêtes et des choses. Nous, on a énormément suivi le blog d'un gars là, qui avait fait justement, qui racontait son voyage en 2014. Est-ce que vous vous rappelez de son nom Pas du tout, mais son 2014 Vélo Islande, là, c'est un truc qu'on a pas mal regardé. Il a eu des conditions climatiques horribles par rapport à nous. Nous, on a eu vraiment de chance. C'était affreux ce qu'il a vécu, enfin, je sais pas comment il a fait. Mais après, nous, non, vraiment, nous, on a eu beaucoup de chance et c'était vraiment top. Les Français, certains avec nous, un peu moins de chance, mais bon, ils ont quand même eu des beaux jours. Quoi. Donc il faut prévoir quand même au cas où, ce qu'il risque d'y avoir. Enfin, c'est possible d'avoir vraiment de mauvaises conditions climatiques. Ouais. C'est possible d'avoir de mauvaises conditions. Faut prendre ça en compte aussi. Nous, on en a eu 2 jours. 3 jours. Une jour où on a pris une journée de repos. Parce que on avait fait beaucoup de bornes et voilà, et puis il pleuvait, on s'est dit c'est pas la peine d'avancer. Il pleuvait vraiment beaucoup. Et une journée où vraiment, là on a été un peu battu par l'Islande. On a eu le vent dans la tête et on devait faire 70 km pour arriver à un endroit et là c'est là qu'on a dû poser la tente au milieu de nulle part parce qu'on n'arrivait plus à avancer. Mais après, à côté de ça, il y a des jours où on a eu le vent dans le dos et il y a même une journée on a fait 136 bornes. Truc qu'on s'attendait pas à faire. 136 bornes 136 bornes parce que le vent dans le dos, On a fait la matinée, on a fait 40 km, on n'a même pas forcé tellement le vent était fort. Ah ouais, tu le sens pas. C'est énorme. Donc quand t'entends pas le vent, ça veut dire qu'il est derrière toi, donc c'est bon. Voilà, tips. Mais ouais. Et ça, tout dépend. Après, le vent peut être calme et le vent peut tourner. Enfin, il y a de tout. Ok, très bien. Alors ok, on va parler vraiment vite fait du trafic sur la route. Est-ce que vous avez vraiment ressenti cet effet très attractif, touristique qu'a l'Islande en ce moment? Ouais. Est-ce qu'il y avait tout le temps continuellement des voitures qui étaient à des embouteillages ou, Bah ça c'est plus... mis en danger peut-être par les voitures du fait que vous étiez à la vélo? Mis en danger, non, je pense pas, mais c'est plus au début de notre voyage quand on arrive sur Reykjavik et puis la zone du Cercle d'Or, là, c'est vraiment hyper touristique. Là, tu fais ta journée de vélo, tu as tout le temps les voitures qui te dépassent. Bon, c'est un peu chiant, mais après, quand tu arrives au sud vers Selfoss, là, ça commence à être plus calme, et après, tu fais de la route, tu croises 10 voitures dans la journée, il n'y a plus personne, quoi. Ouais. Les gens y a des caravanes, il y a des gens plus aventuriers qui font vraiment tout le tour, donc t'es jamais non plus. C'est intéressant d'avoir quand même quelques voitures qui passent en me disant que si vraiment t'as une grosse couille, il y a des gens. Donc il y a toujours ce côté il y a des voitures de temps en temps, mais on arrivait à être côte à côte à pédaler et ça posait pas trop de soucis, les voitures te doublent et tranquillement et voilà. C'est vraiment, je crois, 100 bornes autour de Reykjavik. Ouais, 100 bornes, je pense. À peu près. Là, il y a du trafic. Donc là, nous, on était de rang. Et puis voilà. Mais du coup, 100 bornes, ça nous a représenté 2 jours de vélo. Et après, ça a diminué. Et au bout du 3e jour de vélo, on était vraiment un trafic tranquille. Oui, ça. Après, quand tu disais on se mettait en danger, c'est une fois on était on flippait un peu parce que en fait on avait le vent de la journée, on a fait 136 bornes là.
À un moment, on a eu le vent de côté pendant, je sais pas, genre 3 km. Et là, c'était impossible de tenir debout tellement le vent était fort. Et t'avais des bus et des voitures qui doublaient. Et là, franchement, tu flippais parce que Ouais, là, ça secoue. en fait, ça coupe le vent, ça revient d'un coup. Et t'es comme ça sur ton vélo en train d'essayer de tenir l'équilibre. Et c'est là qu'il faut faire gaffe. Donc, nous, on l'a fait à pied au final parce qu'on pouvait pas tenir. Ok. Excellent. Je voulais rebondir sur quelque chose. Avec de la bouffe. Ouais, non, sur les compagnons. Enfin, du coup, vous étiez content de retrouver des gens. Ouais. Est-ce que vous avez fait des potes de voyage ou Ouais, on s'est fait un bon pote. Un bon pote Tony là. Un bon pote, ouais. C'était un espagnol où il était prof en Espagne. Donc il a 2 mois de vacances. Ouais. Et il doit avoir, je sais pas, la trentaine. Un truc comme ça. Même plus, hein. Un peu plus. Et on l'a croisé au début dans les fjords de l'Est, Tout au début. Tout en bas des fjords. tout en bas des fjords, ouais. Et on s'est suivi pendant 4 jours, on s'est suivi sur le même parcours. Donc on se croisait tous les soirs, on se croisait dans le camping et donc on a commencé à discuter. Donc il parlait un peu français, donc c'était cool. Et on a commencé à discuter, bien, on se faisait des bouffes et tout. Et on l'a revu à la fin de notre voyage. En fait, tous les gens qu'on a croisés sur la route, on les a revus à Reykjavik à la fin. C'est ça qui était trop bien. Ouais, voilà, parce que c'est l'avantage qu'en fait, il n'y a qu'une seule route. C'est que tu recroises les gens que tu vois une fois, tu les recroises ensuite. Si tu vas à peu près au même rythme, mais bon, tout le monde va à peu près au même rythme. Ils sont partis dans la même période que nous, donc il n'y a pas eu de problème là-dessus. Et on a recroisé. Donc il y a eu, oui, Tony, le premier vraiment avec qui on a beaucoup parlé. Ensuite, un couple de Français, pareil, qui faisait le même tour que nous et avec qui on a pas mal discuté. Ouais. Ils avaient vraiment l'habitude de faire ça. Alors, Ouais. c'est leur passion de faire des road trips en vélo comme ça. Ouais. On a croisé des Suisses aussi. Qui étaient eux en 4x4, qu'on a croisé vraiment à un endroit et à un autre, alors qu'on pensait qu'ils allaient dans l'autre sens. Mais on les a retrouvés dans le trou du cul du monde. Hein. C'était un Au truc de fou. milieu de nulle part. Et c'était top, on a reparlé avec eux. On a croisé un autre groupe deux Français là, qui faisaient, eux ils partaient carrément pour 2 mois. Ouais. Ils ont vraiment saigné l'île. Ils ont même fait les fjords Nord-ouest. nord-ouest. Et on a croisé... pareil, on les a recroisés à la fin. Ouais. Et on a croisé deux autres mecs aussi. Eux ils faisaient du stop. Ouais. En stop. Par contre, eux, ils allaient dans l'autre sens que nous, mais du coup, vu qu'ils allaient en stop, ils allaient plus vite. Et au final, on les a quand même recroisés à Reykjavik. Enfin bref, ces choses-là, on entend les Français là qu'on a croisés, le couple de Français nous parlait souvent d'autres gens qui croisaient et disaient ouais, vous avez peut-être vu machin et tout. Et puis on se rend compte qu'on voit les mêmes gens, même si des fois on leur parle pas forcément. Ils nous disaient on a rencontré il était allemand, polonais, le vieux là. Qui faisait la randonnée là. C'est vrai que quand tu reparles, nous on l'a croisé aussi. Enfin, il y a vraiment moyen de parler aux gens et de faire des trucs, des bouts de chemin ensemble s'il y a affinité ou choses comme ça. Quoi. Ouais, ça c'était vraiment cool quand même. Ok. Du coup, vous avez gardé contact avec certaines personnes, genre vous avez chopé les numéros On a chopé les Facebook et les numéros. Facebook et les numéros des 2 mecs, du couple là, qui font ça tout le temps. Alors Qui font du souvent. road trip. Tony. Vous êtes intéressé de les interviewer, Pourquoi pas. pas. Tony en Espagne, l'espagnol, pareil, on a récupéré son Facebook. Un Français qu'on n'avait pas croisé qu'on avait croisé pendant nos road trips, mais qu'on n'avait pas spécialement parlé, mais qui avait beaucoup parlé avec les Français. Vu qu'on les a tous vus à la fin à Reykjavik, on a aussi pas mal parlé avec lui, on a récupéré son Facebook. Et les autres, non, on n'a pas récupéré leur mail, mais bon. C'est plus les gens qu'on a vus, qu'on a beaucoup vus. Ok, très bien. Donc, les gens sociables. Oui. Et au niveau des locaux, justement, vous avez eu affaire à des gens, à des Islandais? Ça, c'est le truc qu'on regrette un peu au final, parce que les Islandais qu'on a vus, c'était soit les mecs qui tenaient les campings, qui étaient à la réception, ou les vendeurs quand tu vas faire tes courses. Parce qu'au final, quand tu te retrouves au camping, tu te retrouves avec que des touristes. Donc ça qui est un peu Après, c'est parce qu'on avait notre moyen de déplacement, les lieux touristiques, c'est pas fréquenté spécialement par les Islandais.
n'y a pas beaucoup d'Islandais, hein, c'est une toute petite. Enfin, c'est une île pas tant habitée que ça. Après, à Reykjavik, on a fait une soirée dans un bar. Ouais, nous, on est vraiment, on a juste profité de notre soirée à deux et tout, mais je pense là il y a moyen de rencontrer des Islandais et tout dans les moments comme ça, Ouais, ou, je pense. dans les bars et choses comme ci. Les gens qui ont fait du stop, eux par contre, avec qui on a parlé, ont beaucoup vu les Islandais. Ils se sont fait pas mal prendre en voiture par des Islandais. Ça peut être un bon moyen de parler avec eux et de les rencontrer. Après, ouais, nous, le truc, c'est que là, à vélo, t'es vraiment assez autonome. Du coup, t'as pas occasion spécialement de parler avec eux, à part, c'est sûr, à la réception du camping ou à la caissière du magasin, ce qui n'est pas forcément le plus D'ailleurs, intéressant. en parlant de caissier du magasin, vous avez pas eu de problème à trouver de quoi manger même des ravitaillements. Nous, c'est bizarre parce que on est parti. Le gars, lui, il est végétarien. Oui. Et moi, moi, je suis allergique au gluten. Donc, on Donc avait ça, un régime spécial. On avait deux régimes spéciaux. Là-bas, en fait, ce qui est dommage, c'est que la bouffe coûte un peu cher. On en reviendra sûrement après. La viande en particulier, donc c'est pas quelque chose que. Enfin, moi de toute façon, j'en mange pas, mais c'est pas spécialement. Même toi, t'en as pas acheté. C'est très cher. Et pour vraiment s'apprévisionner, en fait, faut vraiment se référer aux cartes, aux choses comme ça. Il y a des fois, il faut faire des provisions de 4 jours et choses comme ça. Faire très attention si tu prends la piste intérieure, parce que là, il n'y a vraiment rien du tout. Certains endroits, s'il y a moyen d'avoir du stock, c'est mieux parce que c'est des petits boui-boui qui font aussi station-service et qui coûtent vraiment très très cher. Mais ça se trouve, tous les 100 km, il y a quelque chose, même si. 100 Ouais, donc après ça peut être ça peut être 2-3 jours, donc faut pas hésiter quand il y a quelque chose à faire ses courses. Faut avoir des conserves. Voilà, Des après conserves, t'es toujours des limité trucs, par la place et des choses comme ça, du fait que t'as tes sacoches et que tu voyages en vélo, tu peux pas non plus mettre 14 kg de bouffe parce que sinon tu pédales plus. Mais ouais, faut essayer de faire un peu de stock. Nous, on a fait max, on a fait 4 jours. Voilà, on essayait de faire 2-3 jours de stock. Après, ouais. Ça se fait. Ça va. Et du coup, au niveau de vos deux régimes, vous avez réussi à trouver. Enfin, je pense surtout toi, sur le gluten. On a tourné avec 4 repas pendant 35 jours. Ouais, voilà. Ça, c'était un peu dur, mais bon, de toute façon, tous les gens qui partent en vélo, c'est pas forcément un voyage gustatif. C'est sûr que. Mais ça nous privait de pas mal de trucs quand même. Voilà. Ouais, ce qui était galère, c'était les pâtes. Il fallait trouver des pâtes sans gluten, des choses comme ça. Après, le riz, les choses comme ça. Il y en a qui tournaient. On a rencontré des Français qui tournaient au quinoa, aux céréales, aux choses, tout ce genre de choses. Après, pour les légumes, c'est un peu compliqué aussi, puis c'est pas forcément ce que tu cuisines le plus facilement dans une popote. Donc voilà, c'est pas ce qu'il y a le plus là-bas non plus. En Islande, les légumes, c'est pas non plus. Ouais, voilà. C'est que des produits importés. Bah ouais, donc ça en coûte grande hyper partie, cher. ouais. Et comme les Français, nous on croisait beaucoup de gens qui étaient soit en road trip aussi, ils mangeaient des pâtes très souvent, des choses comme ça. Après, c'est un truc que tu t'y prépares quand tu pars. Moi, c'était pas forcément une gêne. Bon, au bout d'un moment, tu peux en avoir marre, craquer pour pas un resto parce que ça coûte vraiment cher là-bas. Un steak, un truc, pour toi quoi. Faut se faire plaisir des fois, mais. Alors, Faut compter le ski. Dans l'ordre des prix, justement, c'était cher ça. C'est-à-dire, au niveau du paquet de pâtes, ça coûtait combien Je pense un resto, ça coûtait combien en gros, pour tout ce qui est produit de base hors viande, donc tout ce qui est pâterie, haricots, et choses comme ça, faut compter 20% de plus qu'en France, je pense. Donc, 20% ouais, à peu près, je suppose. Après, vraiment, si t'es dans des endroits paumés, ça peut vraiment doubler. Ça peut vraiment être plus cher. Quand tu restes proche de la capitale, les choses comme ça, ou à Kureri, là, les grandes villes,
Il y a vraiment des magasins, les bonus et les choses Les comme bonus, ça, ouais. c'est une marque de magasin là-bas qui est vraiment pas chère. Et là, ça c'est intéressant. Et là, tu peux retrouver des prix Faut aller au bonus. similaires en France. Donc, si tu peux, à Reykjavik, il faut faire des grosses provisions. Si tu fais un autre qu'un vélo et que tu as moyen d'emmener des choses, il faut faire ces provisions dans les grandes villes. Après, au niveau de la viande, là, ça coûte vraiment assez cher et c'est très dur de trouver des formats solo. C'est vraiment des formats Ouais, c'est familiales. que des gros formats, genre 3 steaks. Voilà, c'est des entrecôtes, des choses comme ça. Et là, les prix sont vraiment bien plus chers que chez nous. Ouais. Je dirais 3-4 fois plus cher. Ah oui, quand même. Ouais. Genre 25 euros. Après, je pense, 25 euros le steak. nous, c'est pas forcément quelque chose sur lequel on s'est penché parce que moi, j'en mange pas et voilà. Mais il y a peut-être moyen de trouver certains trucs moins chers. Faut voir pour le poisson aussi. Ouais, On n'a pas beaucoup regardé, goûté le mais poisson. c'est quand même un gros pays à poisson, donc il y a peut-être moyen que le poisson soit moins cher. Tanguy, une fois, t'as acheté un steak, bon, c'était un steak de bonne qualité, 250 grammes de viande là, et tu les as payé 12 euros. Non, peut-être pas, c'était 10. C'était 10. C'était trop cher. C'était cher pour un steak que tu cuisines, quoi. Donc voilà. Après, au niveau des restos, puisque tu posais la question, là c'est. On n'en a pas fait beaucoup, on n'en a pas vraiment regardé, mais c'est cher. On a fait une fois, enfin, on n'a fait qu'un resto. Moi, j'ai payé 20 euros, 19 euros une pizza. J'ai mangé que ça. Et c'était pas la pizza. Oh, voilà, pizza, ouais, quand même. Voilà, c'était pas la grande pizza, c'était une pizza assez classique. C'était pas un grand resto. Là-bas, ça coûte assez cher. Après, on est les enfants de la cuisine française, donc forcément, on a des goûts un peu compliqués. À Reykjavik, je pense il y a moyen de trouver des adresses de poissons pour manger des poissons frais, des trucs comme ça. Faut se fier au guide du routard. Ils ont les tips là-dessus. Ok, donc on va reprendre avec les endroits que vous avez tout simplement préférés durant votre voyage et ceux que vous recommandez. Alors du coup déjà, quelles sont les étapes qui ont été pour vous, ou les endroits, les zones que vous avez préférées, tout simplement? Pour commencer, moi, c'est le sud, c'est pas mal parce que il y a pas mal de trucs à visiter, enfin, de trucs à voir plus, des cascades et des zones reculées dans la montagne où tu peux aller te baigner dans les bains chauds. C'est vraiment kiffant ça. Il y a vraiment des trucs sympas à faire. Des trucs un peu cachés que tu dois aller te balader pour trouver, ça c'est vraiment cool. Ouais, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Tout le début du voyage, vraiment tout le sud qu'on a fait, vraiment au début, il y avait des trucs à voir tous les jours. Et c'est vraiment une zone sympa. Ouais, il y a vraiment c'est les cascades, les trucs comme ça. Après, tu changes de paysage tous les 20 km, tu passes du tout au tout. Ouais, d'un jour sur l'autre, c'est impressionnant comme les paysages. Ah ouais? Ouais, change. T'arrives, c'est une plage de sable noir, le lendemain c'est un volcan enneigé, le lendemain c'est des grandes plaines, c'est de la roche volcanique, enfin, c'est trop bizarre. Ouais, il y a des trucs un peu insolites, enfin bref. Ça c'est top le sud. Ça, le sud Le sud c'est vraiment sympa. Ça a été un des coups de cœur. Après, un autre endroit qu'on a kiffé tous les deux, c'est vraiment tout au nord, quand on a pris la route Kibifjörk pour aller aux cascades. En fait, il y a vraiment une tranchée dans l'île. Et il y a plein de cascades, dont Dettifoss qui est la plus grosse cascade d'Europe, et choses comme ça. Et à la fin, au bout, on arrive à Asbirgi. J'ai lancé pour mettre les noms dans les vidéos. Je sais même pas si on dit ça comme ça, mais c'est comme ça que je le dis. Il faudra vraiment les machins. Ouais, Asbirgi, ça c'est vraiment top. Donc ouais, ça c'est vraiment sympa. Après, c'est pas forcément l'endroit le plus touristique. Là, je pense qu'il y avait beaucoup d'Islandais dans le camping. Enfin, pour rencontrer si on y a envie.
Et puis du coup toutes les cascades et tout là c'est un endroit plutôt sympa. Après selon un peu les conditions en fait on a fait dans un sens on a eu des bien meilleures conditions que dans l'autre et c'était bien mieux. Donc d'autres endroits que vous avez à conseiller comme ça? Le lac Mivat, ça c'est vraiment top. Qui est assez connu d'ailleurs, c'est un haut lieu touristique de l'Islande, Ouais. mais qui est vraiment super cool, surtout que nous on est arrivé, en gros en fait on est arrivé du côté où on a une grosse côte, et hop on arrive et on a une plongée Tu sur le descends, lac. t'as l'impression d'arriver dans un autre monde. T'arrives, t'as le lac, t'as des volcans, t'as des cratères. T'as une zone où il y a une sorte de Blue Lagoon, enfin un lagon turquoise qui fume parce que l'eau là-bas c'est à 80 degrés. Des trucs, franchement là on s'est pris une grosse claque, surtout qu'on est arrivé vraiment avec un soleil du soir. Ouais, c'était C'était vraiment cool. vraiment super sympa. Et le camping est génial. Et génial, un peu. Enfin, cher comme tout là-bas, mais génial. Et enfin, le dernier truc qu'on a vraiment kiffé, qu'on pensait pas, c'est sur la piste intérieure 35. C'est Carling Jarfall. Donc il y a 2 sites sur cette piste. C'est Veravellir. Je vais vraiment chier. Et Veravellir et Carling Jarfall. Et en gros, c'est deux refuges en fait. Et avec bain chaud tous les deux, naturels au milieu de. Voilà, donc deux endroits vraiment différents l'un de l'autre dans leur style. Un vraiment pleine montagne et l'autre plus un peu montagne mais différent vraiment. Plus vraiment, plus dénivelé quoi. Ouais, vraiment dans la montagne. L'autre c'est vraiment plus plaine au milieu des glaciers au loin et l'autre c'est vraiment dans la montagne et choses comme ça. Ouais, tous les deux un bain chaud naturel assez différent. C'est la randonnée Carling et à Jarfall. Carling Jarfall, c'est vraiment c'est impressionnant. C'est le gros kiff. On pensait pas du tout en fait à la base on devait faire qu'une étape, dormir au camping et repartir le lendemain. Au final on a vraiment douillé sur la piste, du coup on a décidé de prendre le bus alors qu'on n'avait pas prévu à la base. Donc ça a été la deuxième fois où on a pris le bus alors qu'à la base on voulait le prendre qu'une fois. Et on a fait une randonnée du coup là. Et pareil, c'est une randonnée qui part dans la montagne, qui monte assez haut. Il y a encore de la neige en juillet là quand on y était. Enfin, des zones où il y a de la neige, ça tombe pas sur nous. Et puis tu vois que sur les pans de la montagne au loin, il y a de la fumée qui sort. Donc, tu vas voir et tu arrives là-bas. C'est une zone géothermique avec il y a des fumerolles, des trucs comme ça, des bras de rivière où l'eau est à soit 60, soit 40 degrés. Là c'est top et ça on s'y attendait pas du tout. Et c'est ça qui a fait que c'était vraiment sympa. Une grosse claque. Okay. Et les lacs d'iceberg, c'était pas mal aussi quand même. Oui, le lac d'iceberg. Donc là, c'est là où on voit les icebergs dans la mer, c'est ça? Ouais. Donc ça, c'est dans le sud. Dans le sud, ouais. Au début. Mais en fait, tout le sud, il y a vraiment assez des trucs. Enfin, en gros, toute la route, le long, il y a des choses à faire entre les cascades, les bassins naturels. Mais ça, faut un peu plus chercher où c'est. Et puis voilà, le lac d'iceberg, c'est un peu des incontournables. Et quand tu fais la piste, tu les trouves assez facilement. Donc, il n'y a pas de souci. D'accord. Vous avez des choses à rajouter genre sur les endroits qui vous ont vraiment impressionné? Des recommandations? Reykjavik, c'est quand même sympa le soir quoi, quand tu te poses dans un bar et qu'il y a un groupe. On avait fait un petit concert. Ça c'est vraiment en fait un truc à faire. Reykjavik en fait. C'est vraiment une ambiance hyper cosy, hyper. C'est trop bien. C'est une petite ville donc on en fait vite le tour au niveau des lieux, à ce qu'il y a à voir. Sympa pour faire les boutiques, mais il faut avoir un gros budget. Mais après, on fait assez vite le tour. C'est pas forcément le truc le plus. C'est pas la ville où on pourrait y passer 3-4 jours sans souci. On en fait vite le tour. Par contre, pour les bars de nuit, les choses comme ça, il y a vraiment des pépites à faire si tu aimes la musique. Il y a des groupes, des choses comme ça, de l'impro, des trucs de fou à faire. Nous, on en a fait qu'un, mais il y a vraiment des trucs. Et il faut essayer d'y aller le week-end si possible. Donc ça, c'est cool.
Après, l'Islande, c'est vraiment les piscines. Ouais, les piscines. Faut emmener son Les maillot de piscines bain. et les jacuzzis. Là. Voilà, les bains naturels, les hotspots, il y en a partout. Et même leurs piscines municipales sont top parce que c'est des endroits. C'est des endroits pour chiller. C'est des endroits Tu vas pour pas chiller. trop nager. Voilà. En fait, dans toutes leurs piscines municipales, il y a des hotspots, souvent des saunas, des hammams. Donc voilà, et puis tous les bains naturels qu'il y a dans l'île, faut y aller quoi. Faut essayer. C'est vraiment des. Il faut tester des dans trucs les à faire. piscines les bains à 4 degrés. Ouais. Les bains à 4 degrés. 4 degrés. En, Ça, so- faut essayer. en sortant du hotspot pour bien saisir. Pour bien raffermir les muscles. Exactement. Ok, très bien. Du coup, je pense qu'on a un petit peu fait le tour aussi. On va pas détailler chacune de vos étapes, ça serait beaucoup trop long. De toute façon, ils retrouveront sur la vidéo. Sans j'aurais Ouais. puis un peu Bien sûr. les étapes et tout ça. Si, il y a quelque chose que je voulais. Ouais, des regrets sur certaines étapes. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des endroits que vous avez regretté d'avoir fait ou d'autres endroits que vous regrettez de ne pas avoir fait? D'abord, le truc qu'on regrette d'avoir fait, c'est pas des regrets, c'est juste on avait plus d'attentes en fait. Ouais. Euh, Bah ouais, notamment sur la zone hyper touristique là, qui est hyper vendue. Le cercle d'or. Le cercle d'or, Donc les nous- geysers, tout ça. Bon, voilà. Nous, on l'a fait vraiment en fin de parcours, donc on avait déjà vu des trucs, on s'était déjà pris des claques au niveau de trucs qu'on s'y attendait pas et tout. C'est aussi ça le road trip à vélo, c'est vraiment se prendre des kiffs à des endroits tu t'y attends pas. Tout à l'heure, on parlait des zones, mais il y a aussi des kiffs du fait que tu es en vélo. Il n'y a pas de zone particulière, c'est juste un moment, tu es dans une descente et parce que la lumière est belle, le machin, fait que c'est vraiment superbe. Des endroits voilà, le cercle d'or, on a trouvé ça un peu survendu dans le sens où nous on est vraiment arrivé à la fin, c'est pas là qui faisait le plus beau et il y a beaucoup de touristes et choses comme ça et c'est pas ce qu'on a le plus aimé. Alors le cercle d'or c'est trois endroits, donc Gézir, donc là où il y a le geyser, il y en a un qui est en activité, donc c'est sympa quand même. C'est sympa à Faut le regarder, faire, c'est un phénomène quand même qu'on croise pas partout, mais je pense que certains sont passionnés par le truc. Nous, on est un peu passé, on a regardé 2-3 fois le phénomène se produire, et puis voilà. La cascade comme en Goldafoss, qui doit être bien plus jolie quand nous il faisait gris, mais soi-disant qu'il y a un superbe arc-en-ciel qui tombe dedans quand il y a du soleil. Nous, on n'a pas eu la chance de voir ça. C'est pas vraiment. Après avoir fait toutes les autres cascades de l'île, on a trouvé ça. C'est pas celle qu'on a préférée. Ouais. Après Pingvellir, là, qui est le plus vieux parlement européen et qui a une grosse histoire au niveau de la géographie et de ce qui s'est passé là-bas, est un endroit plutôt sympa. Ouais, ça c'est sympa quand même. C'est un endroit Là, qu'on c'est a pareil quand même. pour faire la randonnée un peu, c'est sympa, il y a vraiment des trucs à faire. Et voilà, on a bien apprécié. Mais après, on a trouvé que le tourisme autour de cet endroit-là était survendu. C'est vraiment en fait le centre du tourisme d'Islande. Et pour nous, il y a bien plus de trucs à faire aux alentours et à d'autres endroits. Ok, très bien. On va juste terminer sur un truc. Est-ce que vous avez eu des problèmes un petit peu de sécurité, entre guillemets? Est-ce qu'il y avait des endroits où vous s'est dit ça craint un peu? Ou est-ce que vous avez eu des problèmes, des vols? Je ne sais On pas. pensait pas. Bon, enfin, on est parti, on s'est dit, ouais, l'Islande c'est hyper safe. Ouais. On On a vraiment ressenti ça tout le long du voyage. va jamais avoir de problème. Et vient 2 jours avant de partir, et je me réveille et j'ai plus mon vélo. Donc voilà. Ouais, bon, on s'est fait voler un s'est fait vélo. voler un vélo. Donc voilà. Après, c'est un truc qui arrive pas à Bon, tout ça, le c'est monde. après, c'est tout- la malchance. Quoi, En fait, on va dire. pendant tout le long de l'île, nous on a eu ici la débilité de perdre notre antivol au 6e jour de notre voyage, donc on n'a pas pu attacher les vélos. Je pense qu'il ne se serait jamais fait voler dans le cas contraire, s'il avait été attaché. Sinon, il n'y a vraiment pas de problème de sécurité tout le long. Il n'y a pas de moment où on se sent mal, oppressé ou en danger ou choses comme ça. Il n'y a pas ces soucis-là là-bas. Après, nous, on a eu la malchance, oui, effectivement, de se faire voler Ça va, des vélos. c'était à la fin du voyage, donc ça allait. Donc voilà.
Bon, on va parler à présent plutôt de ce que vous avez retiré de tout ce voyage. Parce que là, je pense qu'on a fait un peu le tour voilà, de tout ce que vous avez pu y faire. Donc, qu'est-ce que vous en retirez justement? Qu'est-ce que vous en avez appris de tout ce voyage? Le ressenti perso, c'est une expérience de fou. Moi, je pensais pas en partant que ça allait être aussi dur psychologiquement. Enfin, ça t'apprend beaucoup de choses sur toi, sur comment tu réagis face à des situations auxquelles tu t'attends pas forcément, normal, mais je pensais pas que ça allait être aussi dur psychologiquement. Physiquement, c'est forcément difficile aussi, mais ton corps, au final, tu t'habitues et puis tu dis que t'es là pour ça. Donc, t'es là pour faire un road trip en vélo, t'es là pour kiffer. Mais psychologiquement, c'est vraiment une aventure de fou, hein, franchement. Vraiment, je conseille à tout le monde de faire ça. Ouais, il y a des hauts, des bas, mais on en le moral, il fait ça. La première semaine, ton moral, il fait ça, mais il fait le yo-yo. Mais on en apprend un peu sur soi, enfin, ouais. Clairement, parce qu'il y a des moments où c'est dur, t'en peux plus. Enfin, il y a forcément des moments où t'as pas eu une belle journée, t'en as plein les pattes parce que t'as fait plus que 2 km que ce que tu pensais. Le camping où t'arrives, il est pas top. Et t'es en train de manger des pâtes au ketchup et là, t'es au bout de ta vie. Mais il y a des moments de pur bonheur que moi je m'attendais pas à attendre. J'attendais pas spécialement du vélo. C'était notre premier voyage à vélo. Moi, le vélo était plus un moyen de déplacement il y avait un défi sportif, mais c'était surtout un moyen de déplacement. Et on s'est pris des kiffs à vélo, des claques, des trucs, des moments où on a déballé des pentes à 70 km/h, des choses comme ça, des moments qui sont très personnels, mais qui sont superbes. Et du coup, pour toutes ces choses-là, l'expérience, elle est à vivre sans hésiter. Et votre retour ici à Nantes, les 2, 3, 4 jours qui ont suivi votre retour, ça n'a pas été trop dur de revenir à la réalité? Plaisir de bien manger. Ouais, le plaisir de manger. Après, nous, dans notre optique, c'était aussi un petit peu pour... on avait un peu des sortes de projets en arrivant. Donc, on avait la patience, en fait, on a un peu réfléchi à des choses. Tu réfléchis forcément à des choses pendant que tu voyages pendant 35 jours. Des trucs perso sur ce que tu vas faire plus tard, voilà, quand tu rentres. Sur des projets perso, des choses comme ça. Et du coup, sur les derniers jours, t'es content de faire ton voyage, mais... T'es impatient de rentrer pour commencer tes projets, que ça fait 10 jours que tu es en train de réfléchir à des trucs comme ça. Mais... Ouais, voilà. Donc, quand on est rentré, on était vraiment dans le rush de revoir tous les amis, refaire les machins, commencer les trucs que tu as pensé, des choses comme ça. Après, je pense qu'il y aura... Ça te motive pour plein de trucs, en fait. C'est ça voilà, c'est top et t'es plus... Moi, j'ai fait vachement plus de trucs dans ma période de vacances, où j'ai eu 2 semaines après mon voyage, que ce que je faisais avant, pendant que je suis en vacances. Et du coup, de ce côté-là, c'est top. Du coup, motivé pour la rentrée. Donc voilà, c'est de la motivation. Ouais, motivation. Ok. Du coup, vous devez avoir des sacrées jambes là. Bon, écoute, ça se porte bien. Ouais, on a vu une différence quand même entre le début et la fin. Pas non plus, on n'est pas devenu le The Rock, mais tu vois que tes muscles ils changent un petit peu. Ça, je sens que tu as fait quelques kilomètres. Ok, vous le recommenceriez si c'était possible? Oui. Ouais. Après, c'est le truc de faire un voyage à vélo. On a vu ce qu'il y avait à voir en Islande. Maintenant, c'est faire un autre endroit, quoi. Ouais. Du coup, quelque chose de prévu pour la suite? 4L Trophy pour ma part. Donc en février, là, au Maroc. Gros projet aussi. Ça va être vraiment sympa, ça. Moi, après, je sais pas, j'aimerais aussi peut-être essayer de faire un truc soit à pied, soit rando, soit chose comme ça. Après, il y a tous les trucs, les études qui font qu'il n'y a pas le temps. Mon cousin me proposait peut-être de faire un trip en vélo, pareil, mais au Brésil. Assez costaud à voir. Si ça se fait, ça sera vraiment un projet à long terme, 2-3 ans, quoi.
Bon, bah, je sens que je vais bientôt vous revoir, vous, dans ce cas, pour une prochaine interview. Pas de soucis. Bon, bah, en tout cas, bah, merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à Merci mes à toi. questions. Merci à toi. Pour toutes les personnes, j'espère qu'il y en aura quelques-unes qui nous écoutent. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, je vous invite à laisser dans les commentaires. Je les transmettrai à Tanguy et Mathieu si vous voulez bien y répondre. Pas de soucis. Pas de Voilà. soucis. Puis bah, encore merci à vous deux, puis bah, à la prochaine Ouais. Salut. pour de nouvelles aventures. Ciao.